Bonsoir Marie-Odile, bonsoir Kate, ravi de vous avoir avec moi ce soir pour une émission qui s'annonce, je pense, très 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 intéressante. On va essayer de creuser dans certains sujets qui sont polémiques et voilà, on est ravi de recevoir une confrère ou une consoeur plutôt ce soir, Kate, donc qui est une ancienne du média en 442 et qui a créé sa chaîne YouTube Kate TV, voilà, et qui est avec nous ce soir pour parler des médias, du métier de journaliste, de ces phénomènes qu'elle a vu un petit peu, voilà, des apparitions angéliques, enfin plein de choses, et aussi autour de son livre, voilà, que je présente aussi, qui est voilà, journaliste indépendante quand réformer devient une mission, et on va aborder évidemment avec Kate tous ces sujets-là. Et déjà, ben voilà, Marie-Odile, Kate, comment allez-vous en ce, je sais même pas quel jour on est, voilà, en ce vendredi Vendredi. 12, voilà, vendredi 12. Je te laisse répondre, Kate. Tu es notre invitée. Merci. Bah, bonsoir Sydney, bonsoir Marie-Odile, bonsoir à tous les spectateurs qui nous regardent. Bah, moi, je suis ravie d'être là. C'est un honneur pour moi d'être interviewée par tous les deux. Et puis, eh bien, écoutez, moi, je me laisse embarquer. Voilà. Mais moi, je vais bien aussi. Je suis très contente de cette soirée parce que je connais Kate depuis, je pense, plusieurs années. Je t'avais entendu interviewer des gens quand tu étais aux médias en 442 et on ne te voyait pas à l'époque. On ne voyait pas du tout ton visage. On ne voyait pas encore tes lunettes noires, mais ta voix et ta pertinence dans ta manière d'interviewer m'avaient séduit. Et quand je t'ai vu après apparaître avec ta propre chaîne YouTube, eh ben, je me suis dit, ça y est, là, on est avec une voix qui a pris corps et je trouve ça formidable. Et j'aime toujours autant ce que tu fais. J'écoute, je suis abonnée à ta chaîne déjà depuis plusieurs mois et je suis vraiment contente qu'on soit réunis. Et j'aime bien aussi ce qu'on fait ensemble, Sydney. Depuis quelques mois maintenant, on a commencé à faire des interviews en duo et je trouve ça vraiment chouette. Voilà. Donc, merci d'être là. Et merci à Ben, nos amis qui nous rejoignent, hein, qui oui, tout à maintenant fait. ont un peu l'habitude. Nos rendez-vous, voilà, on a chacun nos mondes. Alors, c'est trois youtubeurs, entre guillemets, qui se rejoignent ce soir. Donc, c'est assez drôle. On va déjà voilà, aborder la question des lunettes parce que même si nous, on a déjà la réponse, il y a des gens qui vont te découvrir ce soir. Donc, évidemment, c'est pour l'anonymat. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta démarche, surtout dans l'idée de transparence? En fait, voilà, donc il y a toujours un petit paradoxe hein, dans l'idée de préserver ta vie privée et en même temps d'être pour plus de transparence, notamment dans les médias. Et on veut bien que tu nous expliques déjà ce point-là avant d'aller plus en profondeur. Bien entendu, et c'est quelque chose que je voulais aborder d'ailleurs dès le début de cet entretien. Merci déjà Marie-Odile pour tes mots qui me touchent vraiment. Et je t'ai aperçu effectivement dans un direct, je ne sais plus avec quel invité, mais je t'ai aperçu. Donc ça me touche vraiment ce que tu viens de dire. Alors pour les lunettes déjà, je tiens à m'excuser auprès des spectateurs qui ne me connaissent pas. Ce n'est pas un manque de respect vis-à-vis de vous, sincèrement. C'est que quand je me suis engagée dans cette aventure au sein d'un média indépendant, donc le média en 442, effectivement, j'ai fait le choix de prendre un pseudo, puisque Kate, c'est un pseudo, ce n'est pas mon vrai prénom, et de ne pas me montrer. Donc, seule ma voix guidait un peu les spectateurs. Et quand j'ai créé ma chaîne, j'ai gardé toujours le même concept, de ne pas me montrer. Sauf que j'ai été très sollicitée et il y a eu un événement en particulier, c'est qu'on m'a invitée à une conférence, donc le 8 novembre dernier, avec d'autres confrères pour animer le premier congrès des médias indépendants. Et là, donc, j'allais devenir visible, j'allais me présenter devant un public et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour aussi garder cet anonymat? Et puis l'idée, en réalité, je l'ai piquée à un autre confrère, c'est Au Bon Tweet, peut-être que beaucoup Oui, moi, je le connais. suivent, voilà. Et je lui dis: «Mais attends, tu as des lunettes? Bah, moi aussi, en réalité, je vais porter des lunettes comme toi et puis on sera 2 à être sur scène avec des lunettes». Et voilà, et j'ai trouvé que c'était un bon compromis, de pouvoir à la fois me montrer de manière, partielle, mais on va dire à 90 parce que là, vous ne voyez pas mes yeux, mais les gens qui me connaissent me reconnaissent facilement en réalité. Et c'est aussi préserver mes enfants. Voilà, avant tout, c'est pour mes enfants. Je veux pas, comme je suis très investie dans leur scolarité, et puis je suis quelqu'un
qui parle beaucoup avec les gens en société. Enfin, je suis quelqu'un, vers qui les gens viennent d'ailleurs, spontanément parler, raconter un peu leur vie et tout. J'ai pas forcément j'ai pas envie d'avoir cette étiquette de complotiste. On reviendra certainement sur ce mot complotiste qui ne veut rien dire à mon sens, mais c'est surtout pour protéger ma famille. Vraiment bien, c'est en premier lieu, c'est mes enfants et c'est pour ça que mais peut-être qu'un jour je les enlèverai, hein. Rien n'est impossible, hein, vous savez? Donc ça veut dire que quand tu vas à une réunion de parents d'élèves, les autres parents ne reconnaissent pas, Non, Kate de Kate TV? non, mais je suis insignifiante, Marie-Odile, quand même. Attends, on est en attends, Anonyme. quand même. Tu veux dire, j'espère que tu dis pas insignifiante, anonyme, tu veux dire? Mais même insignifiante dans le champ de YouTube, sur la plateforme YouTube, on n'est pas quand même, on cumule pas des millions d'abonnés pour C'est vrai. pouvoir être reconnu dans la rue. Alors oui, il peut y avoir peut-être sur Paris, il peut y avoir peut-être des gens qui peuvent me reconnaître parce que maintenant que je fais des petits reportages pour GPTV Investigation, les gens me disent: «Ah mais on connaît la chaîne», donc peut-être effectivement. Mais moi, à mon niveau, non, les gens qui ne suivent pas, ce genre de médias, ces médias qui réinforment, non, non, non. C'est pour ça que je dis que je suis insignifiante effectivement dans le panel, des réseaux sociaux et de YouTube. Mmh. Alors, moi, je me suis fait reconnaître dans mon petit village, hein, plusieurs fois. Moi Donc il y a pas aussi, qu'à au Paris, Super U. donc oui, au Super U aussi, pareil. Et même à Paris une fois. À Paris, vraiment, à Paris, un homme m'a poursuivi pour me dire: «Ah, Marie-Odile!» Mais ça, bon, c'est quand même très, très exceptionnel. On va un petit peu, parler donc, du sujet de fond de ton livre et ce qui déjà est marquant, c'est la couverture avec, l'archange, Michael. Je vais remontrer ton livre. Est-ce que, finalement, il y a quelque chose de l'ordre, du mystique, du divin, de la mission, derrière, ton approche de journaliste, et du journalisme citoyen? Tu es journaliste professionnel en plus, donc tu as vraiment, les 2 casquettes. Voilà, est-ce que tu te sens, finalement, poussé, investi par des énergies, plus grandes que toi. Bah, Voilà. ça fait partie de ma vie, j'ai envie de te dire et mettre cette couverture, c'est déjà un hommage que je rends à Saint-Michel, sans prétention aucune, attention, mais Saint-Michel, il incarne la force, le courage, la persévérance et puis, c'est celui qui terrasse le diable en quelque sorte dans cette guerre, des anges et pour moi, il m'accompagne au quotidien et comme je dis souvent qu'on est dans une guerre spirituelle, eh bien, c'était tout un symbole de remplacer, son son épée, son glaive par ce micro en réalité. Voilà. Parce que le journaliste, il a un pouvoir qui est énorme, celui d'informer. Et aujourd'hui, on est à la fois dans une guerre spirituelle, mais aussi dans une guerre de l'information. Donc c'était en fait, c'est une couverture qu'on a beaucoup travaillé avec Rudy qui l'a conçue et voilà, c'est un symbole et c'est ce qui m'incarne moi aussi. Tu parlais de divin, bien entendu que depuis que je suis petite, il y a des forces invisibles qui me poussent, même si à un moment donné dans ma vie, je me suis coupée de ça et aujourd'hui, c'était montrer qu'en tant que journaliste où on nous demande d'être dans le factuel et donc être dans le factuel, c'est comme un scientifique un peu, il faut qu'il soit rationnel et quand on est rationnel, on se coupe de tout événement paranormal, de toute spiritualité en quelque sorte et c'était montrer qu'en tant que journaliste, on pouvait conjuguer les 2 et justement, c'est ce qui fait, moi je vais dire ma force, mais c'est ce qui devrait faire la force de chacun d'entre nous en réalité, quel que soit notre métier, d'ailleurs. Oui, parce que c'est ce qui donne du sens à ta vie, c'est ce qui, fait que tu reconnais le sens de ton existence. Alors je sais pas, beaucoup cherchent leur mission de vie, tu sais, c'est un peu, Mmh, mmh, d'ailleurs à un moment donné, c'était un peu la mode, la mmh. mission de vie. Alors est-ce qu'on a chacun une mission? Oui, sans doute, en tout cas, quand on choisit de s'incarner, on est venu là pour quelque chose, forcément, même si c'est à notre petit niveau, à notre petite échelle, pour expérimenter des choses et ça, moi, je l'ai compris déjà toute petite.
Je l'ai compris toute petite, voilà, parce que, Par une dès expérience? De quelle manière c'est venu, cette compréhension? en fait, c'est cette compréhension, c'est comme si elle est innée. C'est comme si elle est Mmh. innée, en fait. C'est que dès petite, j'avais des sensations sur lesquelles, aujourd'hui encore, je ne peux pas mettre de mots. Mais c'est que j'avais des perceptions, des ressentis par rapport aux gens en face de moi, des mots qui arrivaient. En fait, je ressentais les énergies. Aujourd'hui, avec le recul, je comprends, mais quand on est toute petite, tout petit, on ne sait pas ce que c'est, mais on est poussé par parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui nous, en plus, on ressent qu'il y a quelque chose qui nous accompagne et on se sent bien, on est joyeux, on est dans l'insouciance et on sait que ce qu'on est en train de faire, c'est juste. Et dès petite aussi, j'avais ce besoin, de justice. Voilà, je détestais l'injustice. Et puis après, bah, les choses se sont compliquées, parce que, dès l'âge de 10 ans, j'avais des réflexions métaphysiques. Bah, ça s'est compliqué parce que j'avais personne à qui en parler. Parce qu'en parler, on aurait pris, bah, un enfant qui entend des choses, qui perçoit, que la personne face à moi, n'est pas réellement sincère. Enfin, ça allait jusque-là, hein, ça allait jusque-là. C'est-à-dire que même mes enseignants, je ressentais leurs émotions. Mmh. Mais ça, on est tous en réalité, on est tous capables de le faire. Voilà. Mmh. Je n'apprends rien, je pense, aux gens qui nous regardent. En réalité, quand on est petit, comme on a cette insouciance, cette naïveté, cette pureté, on est capable de tout percevoir avec les animaux, avec la nature, avec voilà, les êtres humains qui nous entourent. Et moi, après, j'ai été dans le rejet parce que c'était très dur de l'accepter. Hem, ce qui a été très dur, c'est d'entendre surtout, des phrases, les pensées, en fait, des gens. C'est quelque chose que je raconte pas forcément. C'est quelque chose que je raconte pas et c'est devenu un peu, du rejet. À l'adolescence, dans la vingtaine, c'est devenu du rejet parce que je ne savais pas ce que c'était et puis en plus, je ne me retenais pas de dire à la personne qui était en face de moi et qui me mentait, je me retenais pas de dire: «Mais tu me mens». C'est compliqué. Aller expliquer et les gens à côté de vous qui disent: «Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais elle vient d'une autre planète, mais c'est pas possible». C'est Je pense que je suis pas la seule, hein, parce que j'en ai discuté Mmh. avec plein de personnes. Je suis pas la seule à avoir vécu, ce genre d'expériences, en tout cas, qui sont, déstabilisantes, très déstabilisantes. Et du coup, est-ce que tu dirais que ces capacités, te servent encore aujourd'hui dans ton travail pour, capter justement, des informations sur, les interlocuteurs que tu as? Et tu parles de ta vingtaine, mais il y a aussi une expérience que tu as vécue à 19 ans, je crois, avec, un ange gardien qui t'est apparu. Donc, bah, c'est 2 questions différentes, mais voilà, je te laisse peut-être, choisir l'ordre de réponse. Bah, c'était au cours d'un rêve, hein. En fait, je fais un rêve effectivement et je le vois et il me transmet un message, bien clair dans des circonstances, certainement je l'avais appelé ou je ne sais pas et c'est vrai et cet ange gardien va revenir encore quelques années après puisque je m'assoupis, un après-midi où j'étais vraiment pas bien et j'ai des caresses qui me réveillent, qui me font même pas sursauter. C'est-à-dire que ça me réveille de manière progressive et je suis seule chez moi. Mon ex-mari n'est pas là, mes enfants ne sont pas là. J'ai pas l'habitude en plus de faire des siestes, mais ce jour-là, j'en ressentais le besoin et je me réveille et j'ai même pas peur. J'ai même pas peur parce que je ressens un amour inconditionnel. Comme lors de ce rêve-là, je ressens un amour inconditionnel, vraiment et je peux juste dire que je le vois habillé tout en blanc dans ce rêve-là, voilà et que quand il vient me caresser, je ne res je ressens la caresse, je ressens la chaleur, je ressens cet enveloppement d'amour, quoi et oui, alors bien sûr, on raconte ça, mais les gens vont vous dire: «Mais c'est n'importe quoi, c'est» oui, très bien, je peux pas le prouver. C'est Bah ma si, parole tu contre, ouais, je peux pas c'est le pas une prouver, preuve, mais tu peux témoigner de ton ressenti mais je l'ai et ressenti. voilà et c'est ça, c'est forcément vrai. Le ressenti est incontestable.
L'interprétation qu'on en fait, c'est autre chose, mais ton ressenti, il est incontestable. Quand tu dis: «J'ai ressenti de l'amour inconditionnel», personne ne peut contester ça. Mmh. Et ce qui se passe quand tu relates ça, Kate, en fait, il se trouve que tu as quand même un cadre de référence personnel qui te permet de situer cette expérience aussi, parce que ça peut sinon déstabiliser totalement. Mais toi, comme tu dis, c'est inné, c'est une évidence qu'il y a quelque chose de spirituel, de divin autour de moi. Finalement, cette expérience, elle trouve sa place dans ton champ de conscience. Oui, et c'est pour ça que j'ai aucune crainte. Voilà. C'est pour ça que j'ai aucune crainte et que je me dis: «Il est là parce qu'effectivement, j'avais besoin de lui et il me rassure à travers sa présence, il me rassure, tout Mmh. simplement». Voilà, et ça continuera à partir de ce moment-là, ça continuera, crescendo, j'ai envie de dire. Donc pour répondre à ta deuxième question, est-ce que cette part intuitive, extrasensorielle, est-ce que je m'en sers dans mon métier? Bien évidemment que je m'en sers et que je sais des choses, mais je me garde bien de les dire. Ça m'aide juste à exercer mon métier, tout simplement. Voilà, et j'essaye de faire aussi, j'essaye de faire preuve de discernement, surtout. Dans toutes les informations que j'arrive à avoir, vraiment, j'essaye de bien trier et de pas tomber dans le jugement surtout. Ça, c'est quelque chose que je répète souvent d'ailleurs, même dans mon livre où je ne juge personne. Parce que moi, j'aimerais pas qu'on me juge, donc je fais la même chose avec les personnes qui m'entourent. Mais effectivement, cette part intuitive, ce côté intuition-là, ce sixième sens, ce précieux sixième sens comme je l'appelle, me sert au quotidien et me permet aussi, Hem, de faire des choix en conscience, et c'est ça, on jauge en fait, après avec c'est un peu comme, l'expérience, hein, plus on avance dans la vie, alors il y en a qui vont plus lentement comme moi, hein, j'ai pris beaucoup de retard, mais c'est pas grave parce qu'on n'est pas tous égaux et chacun a le cheminement, qu'il a mais quand je ne suis pas, quand les choses ne doivent pas arriver, j'ai des signes très clairs. J'ai Mmh. des Qu'avant je n'arrivais pas à voir, mais aujourd'hui, voilà, et quand on veut me mettre sur la direction qui est la mienne en réalité, bah, tout de suite ça va, c'est fluide en fait, et ça, c'est peut-être un bon indicateur d'ailleurs pour tous. C'est quand vous vous lancez dans quelque chose et que tout est fluide, que vous n'avez pas, de blocage ou bah, c'est bon, Mmh. allez-y, suivez votre cœur. Parce que des fois on peut se tromper. Kate, tu disais tout à l'heure que tu avais ressenti un peu d'injustice quand tu étais plus jeune, face au monde, et c'est vrai que, être journaliste, citoyen, c'est essayer de mettre en lumière les injustices, mais finalement, il y en aura toujours, des injustices dans le monde, c'est pas résolvable. Est-ce que finalement, c'est une manière de guérir cette blessure d'injustice, ou est-ce que c'est un moteur pour toi? Ou est-ce qu'à un moment, voilà, comment on fait face à cette injustice? Parce que dans la spiritualité, c'est une des blessures principales, hein, qu'on a tous. Je l'ai aussi, hein, je dis pas le contraire. Mais comment on fait justement, pour être en paix? Parce qu'on aura toujours de quoi alimenter cette blessure, en fait, avec l'actualité. Eh bien, c'est juste que j'ai changé de fréquence, en réalité. Ah! Et aujourd'hui, l'injustice fait partie du monde et donc je l'accepte. Je suis dans l'acceptation. Moi, à ma petite échelle, avec mes petits bras, je pourrais pas résoudre les problèmes du monde. Par contre, j'essaye d'en parler et c'est pour ça que ma chaîne aborde tous les sujets finalement, et je prends aussi du recul. Avant, j'étais une éponge émotionnelle, ce qu'on appelle une éponge émotionnelle, donc tous les problèmes des autres, hop, je les prenais aussi. Aujourd'hui, j'ai quand même de la distance. Donc je fais mon métier en conscience. J'aborde des sujets qui sont très, très graves, mais j'essaye de mettre de la distance. Mon rôle, c'est d'informer, c'est de faire du mieux que je peux,
mais il faut pas que ça empiète sur mon énergie vitale, sur mon espace personnel. Voilà. Ça avant, je n'y arrivais pas, hein. Ça a mis des années. Ça a mis des années. Mais Mais c'est probablement le corollaire de tes capacités extrasensorielles. C'est à partir du moment où tu étais capable de percevoir avec beaucoup de sensibilité l'état d'être d'une personne, ben, c'est logique aussi que tu te retrouves après avec cette capacité à éponger ses émotions. Et donc ça paraît logique, mais il y a quelque chose aussi quand même qui peut-être est lié à l'injustice, c'est ta relation à la vérité. Parce que je trouve que c'est assez peut-être passer de l'un à l'autre. bien sûr, bien sûr, bien sûr, l'un ne va pas sans l'autre, d'accord d'ailleurs. Mais dans la recherche, dans la quête de vérité, on va dire, déjà cette vérité, quelle est-elle? Est-ce qu'elle Mm. existe réellement? C'est pour ça, quand, je disais de faire preuve de discernement dans toutes les Mhm. informations, que l'on diffuse, que l'on entend, que l'on lit. Attention, voilà. Et même moi, dans les informations que je transmets, est-ce qu'elles sont réellement vraies, justes, réelles? C'est là où il faut faire attention. Donc on donne une information à chacun, c'est faire jouer son libre arbitre. Chacun est libre de se dire: «OK, cette information est intéressante, est-ce que je vais aller plus loin, voir est-ce qu'il y aurait pas quelque chose d'autre qui serait en contradiction avec ce qui vient de m'être dit?» Voilà, il y a des gens qui sont en perpétuelle recherche de cette vérité en pensant qu'elle existe. Mais moi, je travaille sur tellement de sujets qu'en réalité, je m'aperçois que la vérité n'existe pas. En tout cas, elle ne se trouve pas là où on croit. Voilà. Et Et c et c Ouais. oui. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'on voit bien, on en parlait tout à l'heure, en préparation de l'émission avec Marie-Odile, on voit bien qu'il y a les médias qui sont un pouvoir, mais qu'il y a les médias alternatifs qui sont, un contre-pouvoir, mais que ce contre-pouvoir, au final, souvent, il est fabriqué de toutes pièces avec les agents agitateurs, avec, on va dire les personnes finalement qui sont quelque part, embauchées par ces puissants pour, créer une voie de la dissidence. Même dans nos milieux, hein, on ne sait pas finalement, qui est un agent dormant et qui va se réveiller, on a vu des pétages de plomb récemment, très surprenants. Et donc, c'est très difficile et je crois que c'est Juan Branco qui disait: «Mais comment on fait quand 100 de l'information qui nous arrive est fausse?» Parce que, si à 99 et qu'on est un peu curieux, OK, mais si à 100 on fait comment? Et dans tout ça, comment, les personnes qui nous écoutent peuvent, réussir à naviguer? Parce que, je crois que même pour nous qui sommes, animateurs, c'est déjà un jeu d'équilibriste. Alors quand on est auditeur, ça l'est encore plus. Et quel est ton positionnement vis-à-vis de tout ça? Parce que même enfin, moi personnellement, j'ai même pas de réponse toute faite à cette question. Enfin, je te pose une question, j'ai pas de réponse, mais voilà, je veux bien ton éclairage en tout cas. Alors déjà, c'est compliqué parce que parmi justement ce milieu, des médias indépendants, moi j'aime pas trop le mot de dissident, tu sais? Mais dans ce milieu-là des médias alternatifs ou indépendants, déjà il y a une espèce de guerre, tu sais? Et d'ailleurs là, depuis janvier, on le ressent. Mhm. Et parmi, les acteurs de cette réinformation, il y a des personnes effectivement qui pensent détenir la vérité. Donc est-ce qu'il y a un problème d'ego? Est-ce qu'il y a un pro je ça, j'arrive pas. Et moi, c'est vrai que je rentre jamais dans ça. Voilà, je ne veux pas rentrer dans cette espèce de guéguerre qui ne m'intéresse pas. Savoir qui est dans le vrai, qui ne l'est pas, qui est instrumentalisé, qui ne l'est pas. Moi, mon thermomètre, c'est mon cœur. Et même quand je mène une interview, avec, le nombre d'invités que je reçois et que je vais encore recevoir, c'est comme ça que j'agis. Et quand j'ai eu des problèmes avec certains invités que je relate et dont je ne donne pas, les noms, eh bien, en réalité, je le sentais déjà. Je le sentais. Mais je vais au bout parce qu'effectivement, il faut aller au bout. On m'a demandé de faire cette interview, donc je vais au bout. Donc moi, je fais confiance en l'univers, en fait. Je fais confiance en ce qui peut se passer et mais je ne porte aucun jugement, sincèrement. Même quand je sais que la personne,
ce qu'elle dit, peut-être n'est pas juste et je porte pas de jugement, sincèrement. Voilà, et je fais pas d'autocensure aussi. Tu vois? Parce qu'on pourrait arriver à se dire, «Ah, cette personne-là, j'ai moins d'affinité avec elle ou le sujet ne me plaît pas et donc je vais pas l'inviter». Non, 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 non. Moi, j'essaye d'être large, même des gens, bah là, par exemple, on va faire j'ai quelqu'un qui a demandé un droit de réponse parce que j'ai invité Éric Le Saint à parler des pyramides. Et pendant cette émission-là, Éric a commencé à me dire j'ai des détracteurs, nanana. Et j'ai dit bah, si ces personnes veulent un droit de réponse, il n'y a pas de souci. On m'a envoyé. Ils ont d'ailleurs insisté dans les commentaires et tout. La personne m'a envoyé un mail, bien sûr. Il n'y a pas de souci. On fera une émission avec cette personne. Il aura le droit à son droit de réponse. Et je le dis en plus, si je pouvais recevoir Emmanuel Macron, mais je serais, mais c'est mon métier de journaliste. Et alors, je sais qui il est, mais pour moi, ce serait. Mais oui, c'est hyper important de pouvoir toucher ce genre de personnes. Voilà. Et bon. Mais quand tu dis tout ça, en fait, tu nous parles de ton éthique par rapport à ton métier. Tu peux nous l'expliciter davantage, justement. Comment tu as déterminé cette éthique? Comment tu l'as définie pour toi-même? Alors normalement, l'éthique d'un journaliste, normalement, elle est tenue par la charte de Munich. Donc Oui, tu en parles normalement, dans on ton a un livre espèce aussi. de code, voilà, à respecter et à ne pas transgresser. Malheureusement, on le voit que dans les médias de masse, ce n'est pas le cas. L'éthique, c'est tout simplement, moi en tout cas, à mon sens, c'est d'essayer de tricher le moins possible. Voilà. Alors, dans les interviews qu'on fait, généralement, le problème ne se pose même pas. L'éthique est plus au sein des médias. C'est là où je raconte la différence entre les médias de masse et les médias indépendants. En tout cas, Bah, moi, justement, oui. dans ma manière d'exercer. Donc avant, ce qu'on n'a pas dit et ce que je peux dire, c'est que j'ai commencé ma carrière en présentant le journal télé. Et dans le journal télé, bien sûr, vous faites de l'actualité pure. Et comme en même temps, j'étais rédactrice en chef, donc pour ouvrir votre JT, vous avez besoin d'une une choc. Et moi, j'étais dans ça. Et donc, j'arrivais le matin et je dis « Ah, il n'y a pas eu un attentat, il n'y a pas eu un crash d'avion, c'est horrible ce que je vous dis, mais je l'avoue. » Et c'est comme ça que réagissent 90%, voire peut-être 99% des journalistes du mainstream, des médias de masse. Parce que vous avez besoin d'une une qui va choquer. Ça fait partie de la stratégie du choc, ça fait partie de l'ingénierie sociale et de la manipulation psychologique, tout simplement. Gouvernée par la peur, quoi. Voilà, on y est. Donc c'est ce qu'on nous apprend. Et moi, j'étais dans ça. Voilà. Et aujourd'hui, si on me demande, c'est fini, c'est pas possible d'agir comme ça. Ce que tu dis dans ton livre, c'est que il y a quelques oligarques milliardaires qui possèdent tous les médias. On pense à Xavier Niel, Bernard Arnault, Dassault, Drahi, Bolloré, entre autres. On a déjà 95% des médias. Et donc, quand, selon toi, l'information est devenue de la propagande, et j'imagine que toi, quand tu as voulu être journaliste, tu disais que tu cachais à tes parents parce que tu voulais être même reporter de guerre. Donc, il y avait vraiment ce côté, tu vois, de journalisme pur, tu vois, vraiment sans compromis. Est-ce que tu as senti la bascule, toi, au moment où finalement le journalisme est devenu de la propagande, un peu à la 1984 de George Orwell? En réalité, il a toujours été un instrument de propagande. Et je cite des exemples qui datent des années 90, avec PPDA, avec l'instrumentalisation de la guerre du Golfe. Ça s'est précipité avec le 11 septembre. D'ailleurs, on en a fait une émission avec Kaji. Moi, j'étais pas encore à... Excellente émission. Je l'ai écoutée avec Merci. une attitude religieuse. Merci pour lui, merci pour lui. On doit en refaire une d'ailleurs en septembre. Moi, j'étais pas encore journaliste
à cette époque, mais quand ça arrive, je me dis: «Il y a quelque chose qui ne va pas, hein». Et donc plus on passe les années et là, l'information, elle a été toujours contrôlée, quoi qu'il Mmh. arrive. Aujourd'hui, on le voit de plus en plus parce qu'effectivement 90 de la presse écrite est détenue par des milliardaires. Donc forcément, ils servent des intérêts, ça va de soi. Voilà. Mais peut-être qu'avant, c'était un peu plus dissimulé, mais depuis le Covid, je pense que la période du Covid a tout précipité. Parce qu'on a eu avant les attentats de Charlie, les attentats du Bataclan et tout. Là aussi, moi je me disais: «Mais il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque ça ne va pas dans le discours et tout». Mais le Covid, là, pour moi, c'était indéniable. Là, il y C'est avait ça. pas de il y On avait pas pouvait de plus, c'était il y avait plus évident. de doute. Ouais, c'est C'était ça. évident. Ça a basculé pour moi en 2020 aussi. Et du coup, c'est après, rétrospectivement, que C'est ça. j'ai commencé à remonter le puzzle en me disant, mais attends, là, c'est pas normal, là, c'est pas normal, là, c'est pas normal. Mais en 2020, on ne pouvait plus avoir de doute sur le fait que c'était finalement les VRP des labos, que c'était un discours. En plus, il y avait une tentative de dissociation. Surtout, ne portez pas les masques, portez-les, asseyez-vous, relevez-vous, jusqu'à 80 cm de haut, on n'est pas contagieux, au-dessus, on est contagieux. Enfin, c'était vraiment une expérience voilà, de sidération, voilà, De d'ingénierie, dissonance, surtout voilà, de de dissonance dissonance. Dissonance cognitive cognitive, pour exactement. pouvoir, Voilà, manipuler, une oui. stratégie du choc. Je ne sais plus l'auteur de Mmh. ce livre qui est génial. Naomi Klein. Euh, Mmh. voilà, Naomi Klein sur le. Voilà. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une bascule en 2020. On se dit, mais en fait, tout est lié. Et ce qu'on n'arrivait pas à Mmh. comprendre devient hyper évident. Ça a pu être une douche froide. Et c'est là où le terme complotiste a vraiment apparu. Hein. C'est quand on a vu que les médias se foutaient de notre gueule. En fait, Mmh. Mmh. c'est les médias qui ont fait basculer cette notion de complotisme, en fait. Parce qu'avant, moi, je m'en foutais. J'avais commencé un peu à voir, peut-être sur les tours jumelles, sur certains petits trucs. On commence à se demander, voilà, sur peut-être aller l'égyptologie, deux, trois trucs. Mais c'était pas aussi flagrant que en 2020. Et pour toi, donc, c'est aussi 2020. Voilà, c'était ça ma question, en fait. Bah, c'est aussi 2020 parce qu'en 2018, j'abandonne le métier de journaliste. Je fais un dernier reportage, enfin, j'en ferai un autre, mais on va dire le dernier sur le terrain, c'est sur le site d'Alstom. On me dépêche sur le site d'Alstom et je dois arriver en fait le lendemain matin parce qu'il y a une délégation. On ne me donne pas vraiment d'informations, on y va avec l'équipe et on roule en fait toute la nuit pour À arriver à La Belfort, c'est le Rochelle. site. Ah, c'est à La Rochelle, À d'accord, La parce qu'il y a Rochelle, à plusieurs La sites, oui. Rochelle. Oui, à Étré, Non, d'accord. non, Mmh. Mmh. c'était à La Mmh. Rochelle et en fait, moi donc sur la route, je glane des informations et je me rends compte qu'il y a une délégation, alors est-ce que je crois que c'est qatari, une délégation qatari, si je vous dis pas de bêtises, qui est attendue parce qu'ils avaient commandé, un tramway et donc il y a la livraison de la tête, du tramway qui est prête. Donc ils vont venir, couper le ruban rouge. Et donc, et en plus, on me dit: «Il faut faire l'interview en anglais et tout», OK, d'accord, donc on arrive là et moi je vois tout le gratin et tout, le petit, scénario là qui est fait parce que quand il y a des officiels, hein, donc la conférence de presse, bon c'est comme ça pour ceux qui connaissent pas, c'est très officiel, hein, et puis après, on les mène, pour couper le ruban rouge, nin 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 nin. En fait, j'étais écœurée. Alstom avait déjà été, revendu, hein. D'ailleurs, il restait pas grand monde à l'époque, hein. Il y avait que le directeur, la responsable, de presse, de communication. Il y avait pas grand monde. Le site était quand même assez vide à l'époque et en fait, tout ça, je rentre chez moi et je dis: «Non mais c'est pas ça que j'ai envie de faire. C'est pas enfin, j'avais pas signé pour ça, en réalité». Bah, ça manquait d'adrénaline peut-être à mon goût, hein, puisque j'avais envie d'être journaliste de guerre, mais non, il y avait un truc qui n'allait pas chez moi, donc je décide de raccrocher, en fait. Je fais une dernière, expérience où je pose ma voix sur un documentaire, bon bref, et je raccroche. Je dis: «Non, j'entame une reconversion professionnelle». Dans quoi? Bah, je savais même pas, en fait, à l'époque, mais je m'étais dit: J'ai plus envie d'avoir affaire à ce métier-là». Voilà, vraiment. En 2018, je me dis: «Plus jamais». Faut jamais dire jamais.
Et en 2020, voilà, 2020 arrive, le Covid arrive, je n'ai pas la télé parce que mes enfants, je les ai élevés sans la télé, mais il y a les réseaux sociaux. On s'informe quand même. Et là, je vois le décompte de morts et tout. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? À quoi jouent-ils? Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Je vois la panique des gens, je vois les gens qui se disputent pour du papier toilette. Je me dis, mais non, mais là, le monde est devenu fou. C'est pas possible. Et je sens tout de suite qu'il y a une grosse opération qui est montée et que là, on a mis les bouchées doubles pour asservir encore plus les gens. Et je savais ce qui allait en fait arriver. Et j'avais beau le dire, hein, mais personne ne m'entendait à cette époque encore. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à connaître tous les journalistes citoyens, Jean-Jacques Crèvecoeur qui faisait l'émission Libérer l'info que je suivais. Silvano Trota, ouais, il y avait Enfin, plein. ils étaient plusieurs, Chloé Framery, ils étaient tellement nombreux à nous réinformer. Et oui, et moi dont Marcel D qui faisait des vidéos humoristiques. Et là, je me suis dit oui, non mais voilà, c'est pas possible de rester dans mon coin. Ce n'est pas possible. Sachant ça, sachant l'expérience que j'ai, je peux peut-être apporter quelque chose. Et peut-être que pour la première fois, eh ben, je vais pouvoir exercer de la manière dont j'ai envie. Mhm. C'est ce que je m'étais dit, même si je n'avais aucune ambition. Parce qu'au départ, c'est un peu une grosse blague, hein. Je me lance dans le truc, enfin une grosse blague, je fais un raccourci, mais je veux dire, j'attends rien. J'attends rien. Quand je dis oui à Marcel pour créer le Média en 442, je n'attends rien. J'y vais de manière altruiste. Et je me dis, ça peut s'arrêter dans 2 mois, dans 3 mois, peu importe. Mais moi, je vais donner ce que je peux donner. Voilà. En même temps, quand tu dis je n'attends rien, en même temps, peut-être tu cherches à être en accord avec toi-même, c'est-à-dire exercer ce métier de la manière dont tu le conçois et non pas te mettre au service d'une boutique qui a une éthique qui n'est pas forcément la tienne, justement. C'est peut-être ça le plus gros enjeu, non? Qu'est-ce que tu en penses? Sauf qu'à ce moment-là, je ne sais pas que je vais créer ma chaîne, que Oui. le Média en 442 aura quand même du succès, que les interviews vont fonctionner, même si c'est quelque chose que je sais faire, que c'est, tu vois, une fois quelqu'un m'a dit, c'est quoi la méthode pour être journaliste? J'ai dit, mais j'en sais rien, moi, c'est inné, c'est comme si, j'en sais rien, vous me demandez quelque chose, je suis pas en train de recracher ce que j'ai appris à l'école, quoi, pendant une période. Donc, je sais pas, à ce moment-là, je vous promets, je me projette pas en fait dans l'avenir. Mhm. Sincèrement, je me projette pas dans l'avenir. Par contre, tu as souligné quelque chose, être en cohérence avec moi-même. Oui, ça, réellement, parce qu'en plus, en 2020, j'annonce au papa de mes enfants que je me sépare, que je demande le divorce. C'est énorme. C'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Au sein de ma famille, au sein de comment j'ai été éduquée, c'est pas possible de dire ça. De balancer ça, c'est inconcevable. Et pourtant, je le fais. Mais pourquoi? Parce que depuis quelques années déjà, je savais que j'étais en train de prendre, mais sauf que j'avais pas le courage. Et le Covid, en fait, c'est comme si il a renversé toutes les barrières et il m'a donné ce courage-là. C'est incroyable, hein, Mais mais c'était ça vraiment. c'est ça le but de cette expérience, ça a été de faire émerger en fait quand on prend de la hauteur et c'est ce qu'on essaie de faire avec Marie-Odile sur nos différents médias, c'est de voir que chaque chose est une opportunité à réussir à changer de paradigme en fait. C'est ça, c'est que les masques sont tombés, le voile de Ont l'illusion est été mis tombé. d'abord, ils ont Voilà, d'abord c'est été ça. mis, puis ils sont Voilà. tombés. Et puis C'est vrai, il a c'est été mis vrai. sous le nez, et puis sous le menton, et puis il est tombé. Et c'est vrai que c'est toujours ça qui est intéressant. Et je voulais aussi peut-être pour nourrir un peu le débat, parler. Tu en parles dans ton livre hein, du fact-checking. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Comment, à un moment, il y a eu aussi la police de la pensée, la police de la vérité.
et en même temps, comment ces mêmes organismes de fact-checking sont eux-mêmes embauchés par les mêmes médias, enfin indirectement, mais de manière un peu déguisée. Enfin, et puis, bon, je vais peut-être pas tout dire en une seule question, mais quand même, on se souvient tu en parlais tout à l'heure, on se souvient de Charlie. Je veux dire, à un moment, ils nous ont vendu la liberté d'expression pour nous la retirer allez, 4 ans, 5 ans plus tard. Enfin, c'est hallucinant tout ça, en fait. Bah, les fact-checkers, et effectivement, comme tu le soulignes, Sydney, c'est des gens qui sont là pour, alors, donner la vraie information. Donc, on peut se poser la question, donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est que ce que disent les médias de masse ne serait pas vrai? Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un peu, c'est un peu antinomique là, on comprend pas très bien. Et effectivement, ils sont payés, ils sont subventionnés, ils sont grassement payés. Conspiracy Watch, hein, qui est une officine de ces fact-checkers qui d'ailleurs ont fait un post, je crois que c'est la semaine dernière, sur la triste disparition de Christine Coton. Donc ces gens-là, on peut pas leur pardonner. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc ils sont là pour vérifier l'information. Et donc ils ont toute une liste. Hein, quand on va sur leur site internet, ils ont toute une liste des complotistes. Et donc je crois que c'est classé par ordre alphabétique et vous retrouvez un peu tous les noms de nos invités, hein, qu'on connaît bien. Hein. Donc c'est extrêmement grave. Je parle aussi d'Emmanuel Ostian, qui est journaliste et qui est actuellement le directeur de l'école de journalisme supérieur de Paris, et qui a écrit un livre Désinformation, dans lequel il revient notamment sur l'épisode des Gilets jaunes, et le responsable de la révolte des Gilets jaunes, c'est la Russie. Et ce monsieur-là est le directeur, c'est-à-dire qu'il forme les futurs journalistes. Donc il faut bien comprendre qu'en fait, tout ça, c'est un écosystème qui est très bien organisé, parce que les médias, l'information, c'est quand même le 4e pouvoir. Donc qui détient les médias détient un pouvoir immense. Donc tout est ficelé. Sans compter que je parle de tous les conflits d'intérêts qu'ils ont les uns et les autres. Voilà, parce que Rudi Reichstadt, qui fait partie, qui est le directeur de Conspiracy Watch, on ne sait même pas d'où il vient. Hein. Alors, il est décrit par Caroline Fourest, dont je parle du franc-tireur, comment il est arrivé. Il est décrit comme l'éclaireur, je crois. C'est un éclaireur, Rudi Reichstadt. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un sombre éclaireur. C'est quand même... C'est le porteur de lumière, quoi. Ouais, c'est ça. Et Tristan Mendès France et Julien Pain et tout ça, c'est le même comportement. Mais et d'ailleurs, c'était drôle parce que il y a eu dimanche dernier, je crois, une émission qui a été diffusée sur France 5 qui s'appelle La Fabrique du mensonge. Et moi, j'ai regardé cette émission. Je regarde évidemment pas la télévision, mais là, comme j'en avais entendu parler, j'ai regardé. Et c'est très intéressant de voir comment cette émission, qui porte très bien son titre, est elle-même une fabrique du mensonge. Je crois que tu en as parlé, hein, tu as été interviewé sur ce sujet, et on voit bien justement, si on regarde la façon, peut-être tu peux nous en dire quelques mots, la façon dont ils ont fabriqué cette émission, et qui est, même ça, c'est le mensonge lui-même en fait. Effectivement, ce reportage, ce documentaire, on va dire, porte bien son nom, parce que ce que j'ai rappelé sur l'antenne de GPTV, c'est que déjà, France Télévisions, c'est le service public. Le service public qui est subventionné par l'État. Le groupe France Télévisions bénéficie de plus de 2,5 milliards d'euros d'aides et en tout genre et de subventions par an. Et ce sujet-là, c'était pas un documentaire qui a été proposé à la chaîne, à France 5, c'était une commande. Donc, bien évidemment, c'est très, très bien fait. Moi, j'ai dit avec mon œil de journaliste que c'est un vrai documentaire. Effectivement, il y avait les moyens. On a joué sur une corde sensible. Il y a un angle, oui, quand on fait un reportage ou un documentaire, on choisit l'angle. Et l'angle, pour moi, c'était de mettre l'accent sur le côté émotionnel du téléspectateur, c'est-à-dire regarder
comment Brigitte, donc le sujet de ce reportage, comment Brigitte souffre, regardez comment elle est décrite, regardez ce qu'on dit d'elle, regardez et c'est ce qui a fait d'ailleurs qu'après dans le débat qui n'en était pas un, c'était une conversation, hein, on a eu des mots très précis qui sont ressortis, l'empathie, la tristesse, c'était la sidération, stupéfaction, et puis dans les interlocuteurs, effectivement, ils vous montrent qu'ils ont pris la contradiction. Donc, on a les pour et les contre, hein, puisqu'ils ont pris à la fois le directeur de cabinet de Macron, il y avait le fameux avocat ex-garde des Sceaux Dupond-Moretti. Moi, je l'appelle l'ogre du Nord. J'ai pas dit son nom ce jour-là. L'ogre du Nord. On avait la présidente de SOS Homophobie. On a eu une présidente aussi de l'association Toutes des femmes, qui est l'auteur d'un livre qui s'intitule Le lobby transphobe. Donc ça, c'était d'un côté, puis un statisticien, je crois, un spécialiste, un journaliste de Conspiracy Watch. Ouais. Et de l'autre côté, on a eu Bertrand Scholler, on a eu Amandine Roy, on a eu Maître d'Angléan, on a eu Mike Borowski, pour faire un peu la balance. Mais en réalité, on savait très bien où ça allait mener. Voilà. C'était ficelé de toutes pièces. Et l'exemple que j'ai rappelé d'ailleurs au cours de l'interview, c'est que à un moment donné, c'est des messages. C'est vrai, j'ai parlé de messages subliminaux parce que c'est comme ça que la télé fonctionne. D'ailleurs, dans la publicité, c'est comme ça qu'on conçoit des publicités. On met des messages subliminaux, j'apprends rien à personne, ça fait partie des techniques de manipulation. Et à un moment donné, quand il parle de Brigitte, il montre le fameux entretien entre Amandine Roy en décembre 2021, je crois, entre Amandine Roy et Natacha Ray. Et Natacha Ray parle de la morphologie de Brigitte qui l'a interpellée, les épaules carrées, le cou, la tête, le port de tête qui est assez important. Et ben on a à l'image une femme qui regarde la vidéo. C'est elle la présidente de SOS Homophobie. C'est une femme qui a les épaules très larges, carrées, qui a une grosse tête, hein, je vais le dire, elle est quand même, elle a une grosse tête, elle a les cheveux coupés à la garçonne. Et si au premier regard vous la voyez, vous pensez que c'est un homme. Enfin, je suis désolée de dire ça, hein, vraiment, sans aucun mais en fait, c'était pour faire le parallèle, tout simplement. C'était pour dire aux téléspectateurs, là, vous voyez, c'est une femme. Elle n'est pas trans, c'est une vraie femme. Vous voyez, mais elle ressemble à un homme. Donc, Brigitte peut aussi avoir des hanches fines et tout, et être une femme. Voilà. Donc, ils ont envoyé plein de signaux comme ça, parce que c'est le travail de l'image. Voilà. Il n'y a que les réalisateurs qui peuvent peut-être comprendre ça quand on monte un documentaire et tout. C'est essentiel, en fait. Et toi, tu te positionnes aussi très fermement au niveau du courant néo-féminisme, enfin du néo-féministe et du wokisme. Et je crois que ta position est assez intéressante justement parce que tu nous parles aussi d'une manipulation suite à cette idéologie qui a pour but de détruire, hein, bien sûr, les valeurs morales, familiales. On ne parle même pas de la destruction des religions parce que ça, c'est un sujet à la rigueur un petit peu plus complexe. Mais quel est ton point de vue justement en tant que femme, justement, sur ce néo-féminisme et ce wokisme ambiant, quoi? Bah, c'est vrai que moi, je dis que pour moi, c'est un non-débat, le féminisme, parce que ce sont des femmes qui sont mises en avant pour revendiquer des droits qu'on a déjà, de revendiquer leurs conditions de femmes. Mais quelles conditions? Vous êtes femme, moi je suis une femme, j'ai pas à revendiquer ma condition. On l'incarne déjà pleinement. C'est un peu ce qu'on dirait du féminin sacré. On incarne déjà ce féminin sacré. Là où elles vont très loin, et c'est pour ça, c'est un peu comme les fact-checkers. Ce sont des mouvements et des personnalités qui sont mises en avant pour en fait, tout simplement, elles sont là.
ça fait partie d'une technique, d'ingénierie sociale et de perversion aussi, des mœurs. Parce que je donne 2 exemples. Je donne, l'exemple d'Emma Becker qui est, un écrivain qui est encensé partout, hein, parce qu'à chaque fois qu'elle sort un livre, ses livres sont vendus. Alors je ne sais pas est-ce que c'est réel ou pas, mais en tout cas elle fait partie des numéros 1 des ventes. Elle est sur tous les plateaux et Emma Becker, quand vous lisez ses livres, c'est d'abord d'une vulgarité et dans l'avant-dernier livre, parce que c'est pas le dernier, elle vient d'en sortir un autre qu'elle a coécrit d'ailleurs, ça parle toujours de sexualité. Et dans l'avant-dernier livre, en fait, elle revendique son adultère, tout simplement. Elle est mariée, elle a des enfants et elle dit qu'elle a eu une aventure extra-conjugale avec un homme et elle raconte cette passion, comment vivre sa sexualité pleinement. Donc, voici ce que elle se revendique féministe, voici ce que ces femmes revendiquent et pour moi ça fait partie de la perversion des mœurs. Oui, parce qu'on peut pas, enfin déjà la sexualité, déjà c'est quelque chose de personnel et on peut pas encourager, en tout cas, quel regard, quelle image elle renvoie à des jeunes filles qui pourraient la lire et comment elles vont se construire. Je pense Tu qu'on a nous une responsabilité qui est quand même énorme, mais effectivement, elle fait partie d'un mouvement, comme les journalistes font partie de ça, de ce mouvement woke. Voilà, on a bien à la tête de l'État, déjà, un couple qui nous envoie une image débridée. Donc forcément, ça se traduit par des intervenants dans les médias qui sont tout autant pour cette perversion des mœurs, tout simplement. Voilà, ça va de pair en réalité. Tu nous cites aussi l'exemple de Soisic Belin, qui est une journaliste qui a Qui est vécu en immersion journaliste. d'escort girl comme acte militant. Et c'est vrai que moi, j'ai découvert récemment que même ce mouvement woke, en fait, c'était un produit financier inventé par BlackRock et compagnie, et que bon, c'était un produit financier qui n'a pas marché. Mais à la base, c'était de mettre finalement des fonctions morales et écologiques auprès des produits financiers pour les fonds de pension des retraités américains. Et qu'en fait, c'était juste, voilà, BlackRock avait créé le wokisme comme produit financier, et maintenant, c'était pas rentable, donc ils pouvaient l'abandonner. Mais c'est pas pour des raisons morales qu'on l'abandonne, c'est parce que c'est un produit financier qui ne marche pas. Vous vous rendez compte, quand on comprend ça, c'est hallucinant, quoi. Je le savais déjà pour Disney. En fait, il y a une partie de Disney qui tient, alors je ne sais plus le nom, j'avais écouté toute une émission là-dessus, mais justement parce que c'est les fonds de pension de retraite des enseignants, je crois, ou certains fonctionnaires américains. Il y a comme des crédits moraux liés à ça, et donc Disney est obligé de mettre voilà, de la discrimination positive tout le temps pour tenir, sinon en fait ils coulent. Et c'est parce ils sont financés par voilà, par ces crédits. Alors je sais pas, peut-être vous en savez plus que moi, mais c'est fou de se dire que le wokisme, c'est un produit financier, rien de plus, quoi. Aussi, aussi. Mais je pense que en dessous du produit, parce qu'il y a toujours une raison un peu spirituelle quand même. Derrière la dimension financière, il y a quand même, je crois, une dimension qui touche à la conscience collective et à la place de la spiritualité dans la société. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Kate. Mais c'est complètement ça, en fait. C'est ça, quand je parle de perversion des mœurs, c'est nous couper aussi de toute spiritualité. Et on sait très bien qu'en France, c'est assez tabou de parler de spiritualité parce qu'on vous case tout de suite dans la branche du charlatanisme. New Age? Du New Age, voilà, du New Age. Donc, il y a la Mivilude qui pointe, qui est là, qui écoute tout ce qu'on pourrait dire. Attention, ça pourrait faire sectaire. Donc, bien entendu. Et c'est pour ça qu'il y a une véritable guerre spirituelle. Et c'est ça tout l'enjeu en réalité. Tous ces sujets-là de société, ces sujets politiques, ces sujets géopolitiques sont intrinsèquement liés à la spiritualité en réalité. Voilà. Et L'un ne porté va par pas sans l'autre. l'économique. Et c'est que c'est porté par l'économique. C'est-à-dire, il y a un lien terrible, on va dire, entre l'économique qui est la face visible de la chose et qui est finalement presque plus morale que le dessin réel qui, lui, est caché derrière l'économique. Bien sûr. Tout passe par les finances d'ailleurs. Voilà.
c'est ça. Et ce que tu dis, Sydney, c'est complètement vrai. C'est-à-dire que le projet économique, il n'est pas viable, mais finalement, ce projet économique, il est surtout porté par comment dire, une volonté de transformer les sociétés. Quel est ton regard justement sur le mondialisme, sur ce qui se passe dans le monde actuellement, là, la journaliste que tu es, comment tu observes le monde là? Parce que tu as La Coupe du interviewé Monde beaucoup même. de gens, et même la C'est la Coupe du Coupe du Monde, Monde. oui, absolument. Ouais, Non, c'est puis ça, ce c'est qui se le passe monde de en la Coupe France, du Monde. on en a des sujets là, si on veut un peu fouiller tout ça. Alors, mon regard sur l'actualité du monde, en fait, à chaque fois qu'on nous parle d'actualité, d'abord, l'actualité est très anxiogène. Et si on voulait rentrer dans le détail géopolitique, entre toutes les guerres là qui sont en train d'être menées ou pas, est-ce qu'on ira vers une 3e guerre mondiale ou pas? Tout ça, encore une fois, c'est pour nous détacher et nous éloigner de l'essentiel. Là, on a des sujets essentiels qui sont abordés en France. On a la Coupe du monde qui arrive. Eh bien, on n'en parlera pas parce que les gens vont regarder la Coupe du monde et ils vont être voilà, un peu hypnotisés par ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Et les sujets essentiels, bah, on va les oublier malheureusement. Mais encore une fois, tous ces sujets-là, tu parlais d'économie, effectivement, c'est instrumentalisé. On ne connaît pas les enjeux. On revient encore à cette quête de vérité. À chaque fois qu'on essaye de penser que tel, par exemple, dans la guerre en Ukraine, de se dire « Ah, c'est juste un conflit russo-ukrainien », non, pas du tout. C'est instrumentalisé par des forces supérieures, par le nouvel ordre mondial, si on veut pousser les choses. En réalité, à chaque fois qu'on pense détenir et de mettre le doigt sur ce qu'on pense être un semblant de vérité, eh bien, on se rend compte que non, en fait, on est tellement loin, tellement loin. Hier, j'ai diffusé une émission sur Q, les Q aux États-Unis. C'est de la folie. Enfin, ce sujet-là peut être passionnant, mais encore une fois, on entre dans un autre monde, dans une autre matrice. Voilà. Donc, en fait, moi, j'ai l'impression qu'il faut avoir l'esprit le plus large possible, vraiment sur tous les sujets, hein. Parce que sinon, c'est hyper compliqué. En tout cas, n'ayez pas une vision binaire, voilà ce que je veux dire. N'ayez pas une vision binaire en vous disant il y a le mal, il y a le bien qui existe et c'est comme ça. Non, 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 non. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça, voilà, il y a des forces qu'on ne maîtrise pas, il y a des choses qu'on ne peut pas savoir. Tu parlais de BlackRock tout à l'heure. Il y a d'autres groupes encore plus puissants. Voilà, on parle comment dire, j'ai oublié le mot, mais ça va me revenir. Mondialisme. Alors, c'est pas le nouvel ordre mondial que je voulais dire, mais c'était un autre mot, mais c'est pas grave. Et on a l'impression que c'est eux qui dirigent oui, l'État profond, exactement, qui dirigent le monde, mais est-ce que réellement c'est ça? Voilà, c'est compliqué. On parle beaucoup de la position de Trump en ce moment. C'est hyper compliqué. Même ceux qui, alors tout le monde a un avis dessus, mais même ceux qui nous font des analyses, eh ben, l'analyse est valable à l'instant T, mais après, on se rend compte parce que déjà ces personnes-là agissent de manière incohérente et on ne sait pas qui est derrière tout cela. Voilà, c'est plus compliqué. C'est vraiment plus compliqué. Voilà. Souvent, je dis n'entrez pas dans cette espèce de dichotomie là c'est là où on veut nous mener justement. C'est là où on veut nous enfermer et c'est pas bon. Voyez plus large, ayez l'esprit bien ouvert et il n'y a pas il n'y a pas déjà comment dire, de ligne préétablie, enfin, dans tout. Moi j'ai traité la guerre en Iran, au Liban. À chaque fois, on apprend de nouvelles choses, à chaque fois. Voilà, c'est très compliqué. Il n'y a pas eu de fin de cette guerre d'ailleurs, on n'en parle plus, mais à quel moment on a dit en fait cette guerre est finie? En fait, c'est juste, elle est plus le sujet.
Mais il y a c'est rien plus qui le est réglé sujet. là-bas au Non, la détroit guerre en d'Ormuz? Ukraine se poursuit, Oui, c'est ça, au il y a Liban, c'est les toujours frappes se impossible. poursuivent, à Ouais, Gaza, c'est ça. c'est pareil, mais on n'en parle plus, bien Et entendu. Bah, pourquoi aussi ça dans une même ouais. journée, on a une information qui dit ça y est, c'est fini, il y a un traité de paix qui est fini. Et 2 heures après, on entreprend des nouvelles frappes sur tel et tel endroit. Donc, comme tu le dis, en fait, si on rentre dans ce mouvement-là, c'est anxiogène, c'est des décharges émotionnelles qui se poursuivent. Mais justement, toi, Kate, est-ce que tu as la sensation qu'il y a alors des planificateurs de tout ça, ou est-ce que c'est laissé au jeu des émotions de ceux qui sont censés diriger les choses? Quelle est ta perception? Moi, j'ai l'impression alors, ma perception et c'est pour ça que je me détache un peu de l'actualité, tu sais, de la pure actualité parce que quand tu entres dans cet engrenage-là, tu es facilement, embarqué, à Oui. vouloir, savoir tout de suite et donc Mmh. je prends du recul parce que, j'ai l'impression qu'on connaîtra jamais le fin mot, en fait, de l'histoire. Mmh. Moi, c'est mon sentiment. C'est mon sentiment parce que c'est une guerre de l'information, parce qu'on a un camp qui nous donne telle information et l'autre qui nous diffuse une information complètement opposée et comment démêler le vrai du faux devient très compliqué, en tout cas en ce moment. Peut-être avec la force des réseaux sociaux, c'est peut-être pour ça aussi que c'est, que c'est difficilement, palpable. Même si on a des experts, alors on peut dans la globalité, c'est pour ça moi je fais des émissions dans la globalité, apporter un regard extérieur, un regard, heu, qui analyse les choses et tout. Mais encore une fois, comme ça va très vite, ça bouge aussi très vite. Ouais, ouais, Et c'est du ça. coup, ce qui a été dit, eh ben, n'est plus valable, le lendemain ou le surlendemain. C'est Mmh. compliqué de suivre et c'est pour ça il faut vraiment se détacher et encore une fois, je pense que les enjeux sont beaucoup plus importants que ce qu'on veut nous faire croire. Voilà Et c'est Oui, c'est quoi? C'est ça. quoi ces enjeux? Mmh. En fait, c'est quoi ces enjeux? et même moi, je n'en sais rien. Même moi, je n'en sais rien Ouais. parce que quand je regarde, en fait, la position de chacun, par exemple, si on veut parler de Trump, quand je regarde sa position, pour moi, elle est très particulière, sa position. Il part, il est réélu avec son projet, MAGA, donc effectivement, il a cette volonté, de faire de l'Amérique, un grand pays et une grande puissance. Mais en même temps, quand on le voit comment il agit à l'international, c'est déstabilisant. Après on peut parler du sionisme, bien sûr. Et certains pensent encore qu'il sera le sauveur du monde, ce que moi je ne crois pas du tout, sincèrement, parce que moi je le répète toujours: «Sauvez-vous d'abord vous-même, voilà, soyez votre propre Mmh. sauveur avant C'est ça. de croire en une autre personne» et Trump, je pense que c'est un businessman qui ne voit que ses intérêts, mais qui est certainement aussi, hem qui est pris dans les rouages, pour moi, du sionisme, des sionistes. Ça, pour moi, c'est ma position. Mais encore une fois, les sionistes, qui sont-ils? Jusqu'où Mmh. veulent-ils aller? Voilà, c'est a Et après lesquels? Et lesquels? Et lesquels? Parce et qu'il y en a les plusieurs. Il y a plusieurs écoles là dans le sionisme, hein. Oui, alors avec je les sais pas si évangéliques, oui, voilà, Oui, parce que les en fait, oui, révisionnistes, ouais, c'est ça. ouais, Mmh. ouais alors c'est et c'est 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 compliqué tout ça, une fois qu'on rentre dedans mais c'est hyper passionnant. Moi j'aime bien, j'adore, traiter de ces sujets-là. Je pense qu'il faut quand même, avoir un œil dessus, Mmh. mais Et pas si un être des impliqué, enjeux, je vais faire une hypothèse là que je vous soumets à tous les 2, et si un des enjeux, c'était la gestion de la population sur la terre? mais ça on l'a vu avec le covid, déjà. Ben voilà, par exemple, avec le covid et la campagne d'injection Ben qui bah, allait bien sûr, pouvoir, bien toucher la bien population. Mais c'est bien vraiment, entendu. moi je crois que l'enjeu il est là, et versus la capacité des individus à se gérer eux-mêmes. Est-ce que c'est pas un axe de guerre ça, justement? Ça c'est un axe de guerre, c'est l'axe de guerre invisible. Bah, oui, c'est ça. C'est celui qu'on ne nous montre pas et qui Voilà. nous pend certainement au nez. Parce que Parce quand qu'en même, attendant
Oui, dans ce mettre qui le va se passer chaos. là, par exemple, en Europe, là, dans quelques mois, il y a quand même un certain nombre de lois qui conduisent à un contrôle social absolument sévère et que je crois qu'on ne mesure pas ce qui nous attend avec les différentes lois là avec le numérique etc. Et qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors moi, je suis très prudente avec ça parce que ça fait déjà des années qu'on nous sert l'euro numérique. Pour l'instant, on ne le Hmm. voit pas arriver. Là, on nous parle de cette nouvelle loi des réseaux sociaux, Hmm. le contrôle numérique, où il va falloir décliner son identité pour pouvoir avoir accès aux plateformes, à certaines plateformes de réseaux sociaux. Moi, j'ai été regarder. Pour l'instant, je n'ai pas vu apparaître YouTube. Beaucoup parlent de YouTube. Moi, je ne l'ai pas encore vu. J'ai vu Meta, effectivement, Hmm. Facebook, Instagram, il me semble, TikTok. Et j'ai TikTok. pas, Hmm. voilà, mais j'ai pas vu YouTube et les autres plateformes. Donc, je suis très prudente. Tu vois, encore une fois, c'est une information Hmm. à vérifier parce que je ne l'ai pas confirmée. Donc, Ah oui, ok. voilà. Moi, Mais surtout, je fais attention à ça. moi, je trouve que ça fait pas si peur que ça. Parce qu'il y a toujours eu des contre-pouvoirs, il y a toujours eu des manières de feinter, il y aura toujours des VPN. Si les VPN sont plus autorisés, il y aura toujours autre chose. Dans l'informatique, il y a quand même une volonté de réguler, mais contrôler, c'est pratiquement impossible parce qu'il y a des pirates qui sont capables de sortir des technologies. Enfin, moi, à chaque fois, j'ai vu, c'est quand même les pirates qui ont gagné sur l'industrie de la musique. C'est quand même Enfin, je veux dire, ils n'ont jamais réussi. C'est comme ça qu'ils ont inventé le streaming, hein, d'ailleurs. C'est parce que le téléchargement, c'était ingérable. Donc, je crois que de tout temps, il y a eu de toute façon des pirates qui ont été toujours plus intelligents que ceux qui étaient embauchés par l'État, parce que c'est plus rentable d'être dans le privé. Parce que donc, moi, je m'inquiète pas dans le sens où, même s'il y a plus d'informatique, il y aura plus aussi de manières alors, je sais pas une incitation, mais j'imagine bien que moi, je trouve pas ça si inquiétant. En fait, au final, c'est comme Mhm, tout. mhm. Il y a toujours un espèce de panique pour nous faire perdre tout discernement. Mais en fait, à chaque fois, c'est comme une illusion qui tient un temps, puis elle s'effondre. Ils sont en train de faire pareil sur la voiture électrique. Je vous assure, c'est une illusion qui est en train de s'effondrer. Ils ont fait pareil sur les injections. Et ils vont le faire ça encore sur plein de choses, sur peut-être les crédits à l'essence. Ils vont nous pondre un truc. On va avoir peur de plus d'être rationné sur notre plein d'essence. Ça va Le tenir passe 3 jours. Et carbone. voilà, mais tout Mm. ça, voilà, c'est des mirages. Et en fait, c'est aussi à nous de voir le mirage derrière Mm. tout ça. Et je crois que c'est aussi le fond pour moi, enfin, c'est ce que j'avais envie de voir avec toi aussi, Kate, ce soir. C'est-à-dire que toute cette masse médiatique, en fait, maintient une réalité qui est décorrélée du vrai réel. Et au final, c'est pour ça que, quelque part, il y a des gens comme toi ou comme nous ou comme d'autres qui faisons un peu le travail. Mais pour moi, j'ai l'impression que de toute façon, dans la durée, ça demande tellement d'énergie à maintenir cette illusion artificielle que c'est pas viable. C'est juste, voilà, ils vont récupérer quelques personnes dans leur discernement, mais à long terme, pour moi, ça marche pas, quoi. Mais sur le contrôle numérique, ce que tu dis, par exemple, moi, je cite souvent l'exemple des entrepreneurs qui, quand ils doivent faire des démarches administratives, bah, il y a déjà, le DigiPost et on est déjà obligé d'entrer notre, pièce d'identité et avoir recours à la reconnaissance faciale, qu'on le veuille ou non. Donc ça existe déjà. Donc c'est pour ça, Sidney, je te rejoins aussi, il faut pas en avoir peur. Et je pense qu'effectivement, ça fait partie d'une stratégie tout simplement de la peur. Et comme les injections, quoi qu'il arrive, si on est plus nombreux en réalité, puis on trouvera toujours des alternatives. C'est là où doit résider notre force. C'est d'être polyvalent et de chercher, en fait, de puiser dans nos ressources, de puiser pour pouvoir trouver des solutions et passer outre, même s'il y a des restrictions. C'est ce qu'on a fait pendant le Covid. Mm, mhm, Voilà, mhm. on nous a dit: «Il faut porter le masque, il faut se faire vacciner, faut» mais combien d'entre nous ont refusé? Donc et c'est ce qu'on et si demain, il y a encore des choses qui se passent de cette envergure, bah, je pense qu'on saura réagir en réalité. Et il faut croire en notre pouvoir, voilà, et pas se Mm. laisser embarquer par la peur parce qu'effectivement, gouverner par la peur, c'est ce qu'ils ont envie et c'est ce qu'ils tentent coûte que coûte, de faire. Et c'est Et pour ça c'est le que les gens moyen. d'ailleurs, réagissent de moins en moins d'ailleurs.
Et c'est le moyen qu'ils ont de contrôler la population, justement. Donc, c'est effectivement créer de la tension, de la crispation pour inhiber les capacités à agir. Mais c'est parce que je me rends compte en vous écoutant, là, j'avais pas pris conscience de ça et c'est intéressant de voir que, en fait, il y a la menace de l'État sur les contrôles et il y a l'amplification qui est faite par les médias alternatifs, par exemple, qui montent en épingle les conséquences que ça pourrait avoir Oui. de nous priver de liberté. Et donc, au fond, c'est pas compliqué, l'État donne l'impulsion et les alternatives amplifient la chose. Et allez, ça y est, c'est coincé et on est Et pris dans le piège. il y a des modes aussi dans les circuits alternatifs. Là, je vois, on parle encore du Great Reset, on parle encore de l'agenda 2030, Non, c'est des le sujets, ça 2030, a c'est été, ça fini. a été super à la mode et puis ça l'est plus. Mm. Même Mm. dans on va dire le contre-pouvoir, il y a il y a des choses qui disparaissent. Et pourquoi, à un Mm. moment, on ne parle plus de ces choses? Enfin, je veux dire, on s'approche de 2030 de plus en plus. Donc on voit bien que tout ça, en fait, c'est vrai que c'est toujours un équilibre à trouver. Et je pense que c'est ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire, en effet, écouter des médias alternatifs peut augmenter l'anxiété. Et Mm. ça, c'est évident. Et c'est pour ça qu'il faut l'accompagner à un moment du cœur, d'une forme de sagesse, de conscience, de spiritualité. Sinon, on amplifie le jeu des médias et c'est pire. C'est C'est ça. un porte-voix enfin, de nos dirigeants, en fait. Donc, c'est ça qui est hyper casse-gueule. Et merci d'ouvrir ce débat, quoi. Et puis il y a plein d'actions aussi qui sont menées, il y a plein d'alternatives aussi qui sont menées. Il y a des, je vais parler par exemple de Céline qui a l'association Les Enfants Forts parce que je l'ai invitée à plusieurs reprises sur ma chaîne et elle lance, le festival Émancipation au mois de septembre. Vous pouvez retrouver, une interview là que je viens de lui consacrer, sur ma chaîne ou aller sur son site internet et là, pendant 3 jours, je crois et ben, il y aura plein d'ateliers, pour vous permettre, d'adopter des solutions dans tous les domaines, que ce soit dans la santé, que ce soit dans le numérique, que ce soit, dans la monnaie, économiquement, enfin voilà, sur la scolarité, l'éducation. Donc il y a en réalité, on a déjà plein d'acteurs du changement qui sont en train de contribuer justement à ces nouveaux mondes, peut-être. Voilà, on l'espère. Donc, ils sont nombreux. Et justement, il y a besoin aussi quand même qu'ils aient la parole. Une chaîne YouTube comme la tienne, ça permet à des personnes comme ça de se faire entendre. C'est un peu ton projet quand même quand tu montes ta chaîne et que c'est quand même ton désir de donner une information qui correspond à ta vision du monde et à ta vision de ce qu'il y a à faire dans ce monde. On va dire que je suis pas forcément toujours d'accord avec les invités que je reçois, hein. Ce serait étonnant. Donc Je crois qu'on en est tous là. j'offre plus une plateforme d'échange et pour qu'ils puissent en fait oui, c'est des personnes qu'on n'entend pas ailleurs, qu'on n'entend pas en tout cas dans les médias de masse et que je considère, dont le discours pour moi semble intéressant. Je suis pas forcément d'accord avec chacun de mes invités, mais je Mm. me dis que le discours est intéressant Oui. eh bien, oui, pourquoi pas? Peut-être que ça va plaire à certains, ça peut déplaire aussi, mais c'est pas grave et d'ailleurs, je sais que sur ma chaîne, j'ai beaucoup de commentaires qui sont parfois, pas très sympathiques, mais c'est pas grave de déranger. Je suis pas là pour plaire après tout, voilà, il faut pas non plus faire dans le politiquement correct, c'est ce qu'on nous apprend, hein, mais non, il faut aussi, déranger, bien entendu, c'est ce qui fera, peut-être, qui poussera au débat parce qu'on en manque, du débat On en te ce moment. rejoint, complètement avec Marie-Odile. C'est des Oui. questions qu'on s'est beaucoup posées parce Mm. on nous associe des fois nos invités en disant, c'est dans les médias, mainstream qu'on dit toujours: «Alors lui, c'est un média de gauche, un média de droite, un média, de telle religion» et en fait, je pense que nous, on a, l'intelligence d'essayer d'inviter des gens avec qui on n'est pas d'accord sans leur dire: «Je suis pas d'accord» toutes les 3 phrases aussi parce que c'est ça le truc. Parce qu'inviter quelqu'un juste pour dire: «Je suis pas d'accord» et faire un discours de sourd où personne s'écoute, ça n'a aucun intérêt donc je crois que tu disais tout à l'heure, et ben, finalement, qu'il faut quitter, cet espace de dualité où en fait, il y a plus les gentils et les méchants
Et je crois qu'une manière de le quitter, c'est d'adopter un regard pluriel sur les choses et d'essayer de voir de plusieurs points de vue, comme on a essayé de le faire tout à l'heure aussi sur les questions qu'on a soulevées par rapport aux milliardaires, aux médias, par rapport à ce BlackRock et au wokisme. Et je crois qu'on a la chance, nous, en tant que médias, de recevoir plein de gens et donc de se faire une opinion plurielle. Et ça, c'est vraiment une chance. Et moi, je crois que c'est aussi pour ça que j'adore faire ce que je fais. Hein. C'est pour pouvoir me surprendre à penser autrement. Et je crois qu'il y a une vraie invitation. Et en tout cas, la question d'être d'accord ou pas avec les gens qu'on invite, eh ben, je crois que ça mérite d'être soulevé. Et je pense que c'est important de réaffirmer que, encore une fois, on n'est pas obligé de penser la même chose que les gens qu'on invite. Et Mm. c'est pas tout le temps le cas. Et on n'est pas obligé de le dire qu'on n'est pas d'accord parce que le monde nous amène à plus d'ouverture. Et nous-mêmes, est-ce qu'on est vraiment tout le temps en unité? Est-ce qu'on a un seul point de vue? Est-ce qu'on est les gentils ou les méchants? Et je ne crois pas. Donc, si nous-mêmes, on est pluriel, comment on pourrait demander à l'extérieur que ça le soit en unité? Donc, oui, je pense que c'est important de dire ça ce soir. Mais je pense que les gens ont tellement l'habitude. En fait, c'est un endoctrinement qui date depuis des années, depuis qu'on va à l'école, on est biberonné à ça, à être dans une espèce de ligne directrice, alors que moi je dis souvent, la vie, elle est pas linéaire et moi elle est, voilà, et moi je conjugue souvent avec elle. Donc même dans ces sujets-là qu'on aborde, il faut pas le voir par le prisme de, de, de l'exactitude, de la vérité, de la véracité et tout. Non, essayer comme tu dis, d'être pluriel, effectivement, et de prendre différents avis, de prendre, voilà, parce que c'est comme ça, et ça, on a beaucoup de mal. Je m'en rends compte avec les différents commentaires que je reçois. Il y en a beaucoup qui sont très bienveillants, mais il y en a beaucoup aussi qui sont très critiques, mais c'est de la critique sans argumentation en réalité. C'est de la critique primaire, on va dire. Mm. Voilà, C'est de la critique pour réaction. critique. Mm. Oui, 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 oui. Et non, prenez du recul, voilà. Quand j'invite quelqu'un, je ne suis pas forcément de son avis, mais effectivement, j'ai appris à ne plus être dans l'action-réaction. Parce qu'un journaliste, il apprend à être dans l'action-réaction. Et Apolline de Malherbe, par exemple, vous en avez l'exemple. Voilà, c'est ce qu'elle fait constamment. Quand elle interviewe quelqu'un, elle est dans l'offensive, ce que j'étais moi aussi. Je ne le cache pas. Voilà. Et c'est pas comme ça qu'on fait les meilleures interviews, croyez-moi. C'est parce que tu l'as Voilà. été que tu comprends, quoi. Bah oui, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas comme ça, c'est dans la posture, et les gens se dévoilent beaucoup plus, et moi, il m'est arrivé plusieurs fois de lire des livres et je me dis: «Oh là là, comment je vais mener cette interview sur des sujets hyper pointus? Comment je vais mener cette interview?» J'étais pas du tout inspirée, hein. Et l'invité arrive, moi bien sûr j'ai préparé quelque chose et tout, et l'invité arrive et je pars en improvisation, et en fait je fais ressortir le meilleur de l'invité, et c'est là où j'ai réussi. Pour moi, c'est là où Mm. j'ai réussi. Même si Ouais. je suis pas d'accord au départ avec lui, mais en Mm. fait il a réussi à me faire comprendre le message qu'il a voulu délivrer, et là je me Mm. dis: «OK, là j'ai réussi quelque chose». Parce que dans son écrit, ça a été compliqué, mais quand je l'ai en face de moi, son discours est clair, c'est bon. Ça m'est arrivé plusieurs fois, hein. Ça m'est arrivé Ça, plusieurs c'est la puissance de la relation. Ça, c'est juste génial, parce que c'est au-delà de l'idée et de l'opinion. C'est la rencontre avec l'autre qui fait qu'on se modifie mutuellement, en fait. Ce que l'autre nous dit vient nous changer quelque part. Et nous, ce qu'on lui propose, ça le change aussi. Et Mais justement, quand on reçoit... Oui, Sydney? non, mais je voulais pas te couper, mais moi, pour moi, c'est ça une émission réussie. C'est quand C'est ça. l'invité accepte d'être transformé par l'expérience de l'émission. Et en fait, je vous rejoins toutes les deux. C'est-à-dire que c'est comment on crée un espace déjà sécuritaire hein, pour l'invité et pour lui permettre de se déposer. Comment on est dans le cœur, comment on le rencontre, comment on l'écoute. Moi, j'ai mis vachement de temps à apprendre à écouter. Ça paraît con, mais
écouter, pas pour dire moi je sais, j'ai une autre opinion, j'ai une anecdote à raconter dès que tu en racontes une. Tu vois, parce qu'on écoute pour avoir son temps de parole aussi, des fois. Alors, tu as parlé 10 minutes, maintenant c'est à mon tour. Ben non, c'est pas de l'écoute, ça. Et en fait, ça demande vachement, vachement je sais pas, d'alignement, en fait, d'écouter vraiment profondément. Et ce que tu dis, Kate, ouais, on le vit tout le temps. Donc, ouais, je te laisse continuer, Marie-Odile. Oui, ben, moi, juste, je vais compléter, mais parce que je considère que quand je propose à une personne de venir s'exprimer à notre micro, c'est pour lui laisser un espace pour qu'elle s'exprime, c'est pas pour débattre avec elle. Si un jour je suis invitée à débattre avec quelqu'un, là, oui, je vais donner mon opinion et il peut y avoir un débat. Mais quand on invite quelqu'un, moi, quand j'invite quelqu'un, ben, c'est pour permettre que cette personne exprime ce qu'elle a à dire. Et c'est une grande joie de pouvoir justement créer cet espace dont tu viens de parler, de cet espace sécurisé. Et là-dessus, je crois que c'est ce que je repère aussi dans ta manière d'interviewer, Kate, c'est-à-dire c'est permettre à la personne que tu reçois de donner le meilleur d'elle-même, quitte à ce que ce ne soit pas ton opinion à toi. Mais c'est là où j'aime mon travail, en réalité. C'est comme ça ça. que j'aime l'exercer. Et c'est vrai que le studio me manque terriblement pour ça. Parce que quand vous avez quelqu'un en face de vous, enfin moi je suis très sociable et voilà, j'aime être en contact avec les gens. Pour moi, c'est essentiel. Et donc, avoir les gens en face de moi, il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Qu'on ne peut pas avoir quand on est en visio comme ça. Alors, on essaye de recréer, hein, mais c'est vrai que pour moi, des fois, ça crée des frustrations. Voilà, moi, je préfère être en studio. Non, mais moi, je donne mon sentiment. Par exemple, je fais des reportages pour GPTV Investigation, mais j'adore aller en reportage. Mais enfin, vous n'imaginez pas. Et à chaque fois, il se passe des choses avec les gens parce que on discute, voilà, j'en apprends sur eux, c'est comme ça que je le conçois, mon métier, en réalité. Voilà. Quelles que soient, en fait, les personnes de n'importe quel bord politique qu'elles puissent appartenir. Peu importe, voilà. Moi, j'aime les gens, en réalité, voilà. Ah bon? C'est comme ça. Alléluia. C'est comme ça. En tout cas, on voit bien que le studio te manque vu ton fond d'écran derrière toi. Ça se voit que on l'avait un peu deviné, quoi. Je sais pas si alors il y a toute une partie aussi sur l'IA dans ton livre, mais je sais pas si on ouvre cet espace entre voilà l'IA, le journalisme, peut-être un petit peu, mais en même temps voilà c'est un sujet dont on parle souvent. Voilà, je vous laisse si vous voulez qu'on ouvre un petit peu ça, et sinon on peut tranquillement voilà conclure l'émission comme vous voulez. Moi, j'avais un autre sujet que j'aurais aimé aborder Mais avec Kate, mais, oui, vas-y. mais si tu veux lancer l'IA, je suis Pas partante. forcément, Mais, pas forcément. bon, Non, pas ok. forcément. Pas fort. Vas-y. Je sais pas, ça t'inspire, Kate? Bon, je pourrais en dire quelques petits mots, mais bientôt je vais faire un débat justement sur l'IA avec 2 invités et Voilà. bah, vous pourrez voilà, à ce moment-là, vous pourrez venir et effectivement, je donnerai mon opinion sur l'IA, mais je t'en Parce prie, que moi, Marie-Odile. le sujet sur lequel j'aurais aimé qu'on discute un petit peu maintenant, c'est comment tu perçois l'état de la société française là ces jours-ci, du fait des affaires qui ont secoué. Alors moi, je parle plutôt de l'affaire Epstein, de l'affaire, je vais pas dire affaire Liana, je vais dire le drame de Liana, et puis le Bruel. bruit autour de Bruel. Voilà, donc et puis Lindon et tout ça. J'aimerais avoir ton regard parce que ça c'est quelque chose. Je me demandais si ces événements étaient pas en train de débrécher un petit peu la tranquillité de la société française. Je voudrais avoir ton avis là-dessus. J'aimerais tellement. Oui, c'est ça. J'aimerais tellement. Je J'aimerais prends mes rêves tellement, pour des mais réalités. non, c'est déjà quand le dossier Epstein, quand on nous a dit voilà, il y a plus de 3 millions de documents qui sont rendus publics et tout, on s'est dit ah très bien, chouette, ça faisait des années qu'on attendait ça. Bon bah là, il y a une réalité qui va exploser au su et au vu de tous. Et finalement, on voit que le dossier, enfin l'affaire a été tuée dans l'œuf.
Parce que qu'est-ce qui se passe? On pensait qu'il y aurait des mises en accusation et tout. Non. On a parlé de Jack Lang, on s'est focalisé sur Jack Lang, qui a plus de 80 ans. En plus, on parle surtout des affaires financières et pas forcément de pédocriminalité. Bon, et aujourd'hui, on n'en parle plus. Hein. C'est un dossier, on a l'impression, qui a été classé. Et d'ailleurs, Yael Braun-Pivet, qui, je le rappelle, est la présidente de l'Assemblée nationale, n'a pas voulu répondre, n'a pas voulu ouvrir de commission, d'enquête, que ce soit elle d'ailleurs ou le président du Sénat, Gérard Larcher. Donc, dossier Epstein, voilà, on avait beaucoup d'espérance sur ça, et là, on voit que c'est enterré. Mais comme si, moi j'aime bien parler de Dieu, comme si il fallait qu'on en remette une couche, malheureusement, on a le cas de cette jeune fille, Liana, qui est tuée. C'est de la pédocriminalité. Alors, bon, j'espère qu'on ne sera pas coupé par YouTube, parce que je sais que YouTube n'aime pas trop ces mots-là, donc je peux juste couper mes mots. Hein. Tu me dis, Sydney. Hein. Ouais, dans le doute, l'idée c'est que l'émission soit le plus vue, donc voilà. Ok, donc je ferai gaffe. Donc pour moi, c'est réellement le vrai sujet. Comment ça a été traité d'ailleurs? Au départ, donc on nous parle d'un homme, Barella, et on nous montre une photo de lui qui date d'il y a 15 ou 20 ans. Alors dans l'esprit de tous, là encore, c'est des subterfuges qu'ils utilisent, je vous dis, l'image est hyper importante. D'ailleurs, juste en aparté, je vous dirais même que quand on est journaliste ou réalisateur, qu'on a une caméra et qu'on la dirige vers un politicien, c'est comme si vous dirigiez une arme. N'oubliez pas ça, n'oubliez jamais ça. Voilà. Le pouvoir de l'image, il est immense. Donc, on nous sert cette photo d'un homme qui ne ressemble pas à l'homme qu'il est aujourd'hui. Et dès le départ, d'un œil extérieur, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. C'est très bizarre, c'est vraiment très bizarre. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en fait, que toute la famille est incriminée. Je ne sais pas jusqu'où on va tirer les fils, mais on s'aperçoit que le père, le grand-père, on se dit, le frère, donc il y a le frère aussi qui est incriminé. Alors, il y a peut-être des réseaux, Moi, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai prononcé le mot qu'il ne faut pas dire, mais il y a peut-être un réseau. Et pourquoi, selon toi, Bruel, ça sort maintenant? Pourquoi Bruel, il passe Alors, en je immunité vais d'un coup? juste terminer Ouais, sur la petite Liana. Moi, j'ai peur que ça fasse comme la petite Estelle Mouzin, comme l'affaire Fourniret, Dutroux. C'est-à-dire les gens se sont rassemblés. J'ai même vu hier, d'ailleurs, dans le métro, quelqu'un qui arborait un... Alors, c'est pas un pins, si, c'est comme un badge. Un badge, voilà, merci. Touche pas à mon enfant. Vous voyez, on commence à avoir ça. Oui, très bien, très bien. Mais en fait, ça va retomber. Pour moi, ça va retomber, sincèrement, vraiment. Et il faudrait que tout le monde se mobilise, parce qu'avec cette histoire, elle est effroyable. On ne doit pas laisser passer. En plus, Darmanin a fait une annonce sur ces 70 000 dossiers qui n'ont pas été pris en compte et tout. Normalement, ça devrait exploser, là, maintenant. Mais est-ce que les gens vont avoir cette envie de sursaut? Parce que là, ça concerne tout le monde. Et d'ailleurs, il y a un homme qui a fait une vidéo en appelant les papas à se révolter. Oui, parce que là, on a besoin des hommes, par contre. Voilà, parce que les femmes, on est les premières à s'offusquer, mais on a aussi besoin que les hommes et les papas soient à côté. Et là, normalement, on devrait profiter, malheureusement, de ce triste épisode, de cette triste affaire. C'est indispensable. Pour justement pousser jusqu'au bout. Qu'on montre, c'est pas que des dysfonctionnements, c'est qu'il y a un vrai problème. Et le problème, c'est le choix que j'ai souligné tout à l'heure. J'ai quand même entendu un député.
Oui. Je te proposerai après de continuer sur Bruel. J'ai quand même entendu un député à l'Assemblée nationale dire qu'il ne comprenait, enfin, il dénonçait le fait que les gendarmes du Gers aient pu écouter les agriculteurs pendant des heures et des heures et qu'il n'est pas disposé de 3 heures pour une audition vis-à-vis de cet homme qui avait déjà été signalé au moins 5 fois pour des crimes commis sur des enfants. Et donc, ça veut dire un député à l'Assemblée nationale. Il avait un accent du Sud, là. Et j'ai trouvé quand même, je me suis dit, là, au moins, c'est un lieu de parole officiel. Je te laisse continuer sur Bruel. Alors, il faudrait pas qu'il soit seul. Il faudrait qu'ils soient plus nombreux à Oui. se mobiliser et qu'on puisse. D'ailleurs, moi, j'inviterais les gens à aller regarder la réunion de Jacques Thomé qui devait être auditionné dans l'Assemblée nationale dans le cadre de la commission d'enquête sur les violences et incestes, sur les violences sexuelles et incestes commis sur les enfants. Son audition a été annulée. Donc, il a fait une réunion avec la présidente de la commission, Maude Petit. Ça a été filmé, enregistré. Et au cours de cette réunion, il bénéficie d'aucune. Il y est allé sans filet, en réalité. Il y est allé sans filet. Il dénonce clairement des rituels et il dénonce clairement la franc-maçonnerie. Il dénonce plein de choses. Et il Oh là dit, là. si vous voulez m'attaquer en justice, porter plainte contre moi, allez-y. Mais jusqu'à présent, ça fait plus de 20 ans que j'enquête sur ces dossiers-là, j'ai jamais reçu aucune plainte, ce qui est le cas. Voilà. Donc, Il je n'y a pas voulais de juste. diffamation, quoi. Il y a aucune diffamation parce qu'il a les preuves. Il a enquêté, il y a les preuves. Donc, quand tu dis, Marie-Odile, la gendarmerie n'a pas retenu les plaintes des parents, c'est parce que c'est tout un système. On parle de dysfonctionnement, ce ne sont pas des dysfonctionnements, c'est voulu. Et on est plusieurs journalistes à recevoir des dossiers. Voilà. Moi, ça fait 3 jours, j'ai déjà reçu 2 dossiers dont je ne peux pas parler, mais qui sont énormes. Énorme. C'est tellement important de le dire, que ce sont des choix institutionnels, des choix réels, conscients qui sont faits, de ne pas traiter cette question. Oui, en Mais fait, il en nous parle plus, de la on dit, justice qui est saturée, mais en fait, c'est pas ça le vrai C'est sujet, pas quoi. ça. Mais ça, bah c'est non, les c'est pas 70 ça 000 le vrai dossiers, sujet. c'est pour faire pleurer dans les chaumières. C'est pas ça le problème. C'est le choix Mais bien délibéré entendu. de ne pas auditionner, enfin de ne pas convoquer en audition à la police des gens qui sont effectivement auteurs de rabattage pour des réseaux. Absolument. Alors, du coup, ça soulève la Mais question d'après. complètement. Pourquoi Bruel tombe à ce moment-là, maintenant, en fait? Si Eh c'est bien, des Bruel, réseaux. Bruel, peut-être que c'est un sacrifice. Comme Land Peut-être en que a été un. finalement, c'est celui, voilà, peut-être que c'est lui qui doit être sacrifié sur la place publique. Voilà, Et tout c'est un petit simplement. sacrifice, hein, parce qu'on a la même chose avec Sarkozy qui va passer 3 semaines en prison et qui vend son livre d'une manière éhontée. On a après Jack Lang qui est sacrifié pour l'affaire Epstein. Et là, maintenant, on a Bruel qui est sacrifié. Mais c'est des sacrifices très soft. C'est pas le Christ en croix au Golgotha. Hein. C'est pas, il y a On est pas de d'accord. chemin de la passion. Hein. On est Enfin bon, d'accord. là, je me permets On est d'accord. de donner On mon est avis. d'accord, et je pense que ce qui va lui être proposé, c'est certainement, il va se mettre au repos et puis il ira prendre sa retraite tranquillement, je ne sais où. Moi, je m'attends pas à ce qu'il fasse de la prison ou quoi que ce soit. Je n'y crois pas, mais Ou réellement. Comme Palmade, c'est-à-dire Palmade, c'est on des. l'entend. Voilà, Palmade, il est plus sur la place publique. On ne le voit C'est tout, on plus, il l'entend est plus, plus mais là. il se passe rien, ouais. Oui, il a Oui, peut-être fait un peu de sursis ou Il ouais, a c'est fait un ça. peu de prison, il a un bracelet électronique, mais il avait c'est. un bras. Exactement, 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 exactement. Donc c'est ce qui va se passer pour Bruel. Moi, je n'y crois pas. Regardez PPDA. On parle de Ouais. Bruel, mais PPDA. Il y a Gérard encore eu Miller. 2 nouvelles plaintes. Gérard Miller, bah oui. Même c'est géré peut-être par Polanski. c'est géré par des sous, quoi. C'est-à-dire, c'est géré par il y a des contrats de confidentialité, enfin, des clauses de non-divulgation et puis des gros montants qui sont virés aux victimes, quoi. Avec des gros dommages d'intérêt. Je pense que ça se gère comme Après, ça, pour certains d'entre eux. c'est un gros sujet. Voilà. Mmh. La criminalité qui touche les enfants, c'est un vrai sujet en France. Il y a C'est il y a clair. certaines personnes qui disent que c'est propre surtout à la France, que c'est ici que tout se passe. Peut-être, peut-être. Et le jour où on éradiquera ce problème, on éradiquera tous les problèmes.
Et encore une fois, le couple présidentiel ne nous renvoie pas une image, une image solide et une image, où on est en D'exemplarité, ouais. sécurité, Mmh. puisque de toute manière, on peut aussi s'interroger sur le fait, heu, qu'Emmanuel Macron est peut-être aussi une victime dans ce dossier, tout simplement. Absolument, C'est la absolument. vraie c'est le oui, c'est ça, c'est le vrai sujet du dossier. Et que c'est C'est, donc sa une capacité à officialisation. ouais. Oui, En Et fait, c'est est-ce une qu'il a voilà. officialisation du système. Ouais, ouais, mais c'est ça. Et mais complètement, puisqu'on parle de la mais oui, c'est complètement ça. Et c'est et peut-être puis il y pour Et a tout donc ça le aussi qu'on revient au wokisme et à mmh. l'hypersexualisation, alors à la fois des femmes, mais des enfants, de tout ce qu'on a envie de finalement de transformer, la société à cette Mais en image. plus, tu vois, tout le paradoxe de nous interdire les réseaux pour les jeunes, alors qu'il y a une hypersexualisation de ces influenceurs adolescents, enfin et c'est très intéressant justement comment à chaque fois il faut toujours voir l'inverse de ce qu'ils veulent. Donc en fait, ils exposent les enfants en nous disant qu'ils les protègent et c'est toujours à l'envers qu'il faut réfléchir. Donc oui, on vit une période, hallucinante à ce niveau-là et c'est vrai mais que ça c'est à se demander, ouais, quel est le fond en fait de tout ça? c'est ça. Pourquoi la France? Pourquoi on est au centre? Ouais. Est-ce que voilà, il y a aussi tous ces clones là, là le grand débat, c'est de voir si, Shakira était la vraie Shakira, alors qu'il y a eu le faux, le faux, Jim Carrey. Maintenant, c'est la fausse Shakira. C'est vrai que j'ai vu les vidéos, on se demande vraiment qui est cette actrice, voilà, qu'ils ont fait passer pour Je suis Shakira. pas au courant moi de cette Ah, c'est affaire de ce Moi Shakira. soir, non j'ai vu plus ça moi juste non plus, avant. j'ai pas eu le temps de Je viens de voir ça regarder, avant non. l'émission, donc j'ai fait là genre: «Ah ouais», donc ils nous mettent, mais c'est vraiment, bah, elle faisait le concert d'ouverture, mais ça ne peut pas être Shakira, cette personne qui danse dans le concert. En plus, ils lui ont mis des lunettes noires, alors que tout le monde est habillé normalement. Enfin, tu vois, d'où la personne qui danse au milieu a des lunettes noires avec, en ne ressemblant pas vraiment, à Shakira, donc c'est assez surprenant. Mais, C'était le heu, concert de quoi, Sydney? Parce que je suis pas au bah, de courant. l'inauguration de la Coupe du monde. De Ah d'accord. l'inauguration de Au la La Coupe du Mexique monde. donc cérémonie c'était d'ouverture, Ah oui, oui, c'est d'accord. ça, c'est ça, c'est Mmh. ça. Donc en plus, elle est latino, enfin, tu vois, elle est colombienne, je crois. D'accord. Mmh. Donc non, non, il y a un côté très rituel dans le même la coupe elle-même. Enfin, on voit bien des espèces de mains qui tiennent la terre. Enfin, il y a quelque chose de, tu vois, de l'ordre. Enfin, c'est très très bizarre cette coupe, à quoi elle ressemble. Enfin, ça fait penser au film La Guerre des mondes de Spielberg il y a une quinzaine d'années. On voyait ces espèces d'extraterrestres bizarres. Ça ressemble vraiment à ça, tu vois. Donc ouais, c'est très très surprenant. Là, pour moi, c'est le même acabit que les JO, la Coupe du Monde. Enfin, tu vois, on voit Mmh mh. bien il y a Mmh. des C'est la messages. répétition, c'est la Oui, confirmation de l'officialisation du satanisme. et puis attends, elle commence comme ça, hein. Elle Complètement. commence comme ça, la danse commence comme ça. Je veux dire, tu Mmh. là genre, si jamais on avait un doute. Voilà. Mmh. Donc tu là genre: «Waouh!» En fait, non, mais c'est une manière de montrer voilà, de montrer, au grand jour, il y a dans la coupe du monde, il y a la notion, bah, de mondialisme. Enfin, je suis désolé, enfin, tu vois, c'est Bien sûr, vraiment, en plus, il y a vraiment comme tous les les pays qui JO. sont dans un oui, mais en plus, tu vois vraiment, ils dansent tous autour d'un espèce de cercle dans lequel sont enfermés tous les pays, qui est vraiment, voilà, on nous maintient sous cloche l'ensemble du monde, et on ritualise tout ça avec une danse. Enfin, c'est Mmh. ultra choquant, hein, et encore plus pour moi, c'est encore plus choquant que pour les JO, parce que les JO, il y avait une désacralisation, mais là, il y a carrément une volonté de montrer le calendrier de mondialiste. Donc ouais, ouais, bah, vous aurez le temps de regarder ça dans les prochains jours. Je pense que vous pourrez pas le rater, Bah oui, mais par voilà. curiosité, oui. Je le ferai moi. Voilà, et ben, je sais pas si on a déjà abordé beaucoup de choses. Je pense que voilà, peut-être on va terminer encore une fois sur ton livre, Kate. Si c'est OK pour toi, Marie-Odile, je sais pas si tu avais encore des Oui, oui. choses, Non, non, c'est bon, c'est voilà. bon. Oui, bah, oui, bien sûr, merci. Ouais, c'est le consentement, évidemment. Donc voilà ton livre. Donc c'est une auto-édition, hein, tu as voulu, voilà, être libre de l'écrire. On le trouve, comment? Comment on peut le commander? Et peut-être que tu peux nous en parler un petit peu de ton livre? Sur Amazon, on peut le trouver sur Amazon. Bah, écoute, c'est le parcours, de la journaliste que je suis, comment je suis arrivée dans ce métier avec, tous les aléas que j'ai rencontrés, une critique bien entendu des médias de masse et puis, mon arrivée, sur le média en 442 jusqu'à la création, de cette chaîne. Voilà, je termine sur la création de Kate TV. Et quel est le fond du sujet? Parce qu'au-delà de ton histoire personnelle, il y a quand même enfin, des choses qui sont un petit peu, dénoncées. Alors, est-ce que tu peux nous parler justement des thèmes que tu abordes et de ce que tu, voilà, tentes de montrer un petit peu, de mettre à nu?
Bah, ce que je dénonce surtout, les médias qui sont détenus par les milliardaires, le manque, de valeurs et d'éthique dans l'exercice, de la profession. Je dénonce, bah, le féminisme, on en a parlé et puis, je montre, comment, on peut, exercer le métier de journaliste autrement, de ne pas rester, uniquement dans cette case, qu'on veut nous imposer de rationalité, du factuel qu'on nous demande constamment parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Voilà, ça peut pas être prouvé, scientifiquement, ou de manière, rationnelle, c'est pas possible. Il y a des choses qui nous dépassent et donc j'essaye effectivement de conjuguer à la fois, bah, ma spiritualité avec l'exercice de ce métier. C'est un peu antinomique, hein, pour un journaliste et c'est aussi risqué de le faire parce que, quand on parle de spiritualité ou quand, d'ailleurs je crois qu'à un moment donné, je me décris comme une femme, dont on dit qu'elle est perchée puisque j'aborde des sujets un peu perché, de temps en temps, mais j'adore ça. Mais voilà, donc c'est prendre des risques et les risques aussi font partie de ma vie finalement. Voilà, j'en ai pris beaucoup, j'en prends encore, mais c'est comme ça. Voilà, ça Moi, j'avais quand chacun, même on un va sujet que dire, oui, j'avais un sujet que je voulais aborder avec toi et on peut prendre 2 minutes pour le faire si tu veux bien. bien sûr, C'est, bien sûr. cette tendance qu'il y a actuellement dans les médias alternatifs de se suspecter d'être infiltré, d'être de l'opposition contrôlée. Parce que ça, moi qui écoute quand même un certain nombre de médias, alternatifs, alors je les appelle plutôt alternatifs parce que c'est par rapport à ceux qui sont subventionnés, qui sont plus officiels et je remarque la suspicion, mais j'entends tous les jours une invalidation d'une personne. Et je me demande comment tu vis ça, toi, parce que tu es dans ce milieu des journalistes alternatifs. Et donc, moi, je suis contente parce que je vais aller à Nexus là, à la fin du mois, donc je vais en rencontrer un certain nombre. Et donc, Eh ben, toi, on va tous se revoir alors, on on va va se se voir pour revoir de alors. vrai, mais génial! On va se Mais c'est toucher. génial, mais c'est très bien. On va Alors peut-être comment passer je le Justement, vis? comment tu vis ça là? L'autre, il est infiltré, celui-là, c'est de l'opposition contrôlée et j'ai l'impression que c'est un sport qui est devenu, national là dans le milieu de l'information de la réinformation. Alors moi aussi, j'ai été prise pour cible, hein, en plus, j'ai été prise pour cible, à quelques reprises. Moi, ça m'attriste. Si je te donne mon sentiment, mon réel sentiment, en toute transparence, ça m'attriste beaucoup parce que j'ai l'impression qu'on recrée quelque part le même schéma que l'on dénonce Ouais, c'est ça. et en Mmh réalité, mh. c'est pas le but, c'est pas l'objectif. Et chacun d'entre nous a un passé. Moi, on pourrait me reprocher, d'avoir travaillé, moi, j'ai pas travaillé pour des grands médias de masse, mais je les ai beaucoup fréquentés et j'en connaissais pas mal des journalistes, dont des journalistes connus. On pourrait m'accuser aussi, «Ah bah, elle vient quand même d'un milieu, voilà, des mainstream et tout», on a tous un passé et qui ne fait pas d'erreur, j'ai envie de dire, qui n'a pas fait de mauvais choix, ça fait partie du cheminement de chacun et j'ai envie de dire, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Désolée, désolée de dire ça. Voilà. Donc souvent, voilà, il y a des personnes effectivement qui sont prises à partie pour des choses qu'ils auraient commises dans le passé, et puis après on doute de la bonne foi de chacun ou alors on se dit: «Oui, celui-là, il fait de l'argent et tout». Oui, mais en attendant, l'argent, c'est le nerf de la guerre donc on peut pas reprocher à certains, médias, de réagir comme une véritable entreprise. Parce que s'ils ont pas d'argent, bah, on n'aura plus, ce média disparaîtra donc Mmh. voilà, donc faites preuve de discernement. Moi, alors je dis: «J'aime beaucoup les gens», mais j'ai aussi des moments où j'aime être seule. C'est dans ma solitude où je recharge mes batteries quelque part, voilà et ouais, moi, c'est juste je rentre pas dans ce jeu. Depuis le début, je ne rentre pas dans ça.
On a voulu m'y embarquer à plusieurs reprises et je me détache, en fait. Et des fois, je me détache aussi de certains. Voilà. Mais tu sais, Que la dénoncer personne fasse sa propre, comprenne, en fait, comprenne. Voilà. dénoncer l'autre, c'est se donner la vertu, enfin, c'est c'est se donner la vertu. C'est-à-dire que si je dis, lui, il est que sur l'argent, c'est-à-dire que moi, je suis, voilà, je J'ai suis pas osé. équilibré. J'ai pas Si, osé bah, dire. voilà, si l'autre a de J'ai pas l'ego, c'est que moi, osé. je suis humble. Voilà, c'est Ouais, ça. ouais, mais C'est une j'ai pas manière de osé. se Mais redorer. ça, tu sais, dans ce métier, en plus, il y a tellement d'ego, tellement d'ego. Mais ça, moi, j'en ai un peu l'habitude parce que j'ai rencontré des gens qui ont un ego surdimensionné. Et j'ai rencontré des politiciens, j'ai navigué dans ce milieu-là, donc je vois bien les gens qui ont de l'ego et qui n'en ont pas. Et si nous aussi, on commence à rentrer dans ce jeu-là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et puis, qui sommes-nous pour dire, eh bien, moi, je suis dans le vrai et toi, tu ne l'es pas. Je réduis ça, hein, c'est vraiment, je schématise, hein. Mais qui sommes-nous en réalité? Non, on n'est personne. Je l'ai dit, on est insignifiant. N'oublions pas, c'est pas parce qu'on fait, c'est pas parce que certains ont des centaines de milliers d'abonnés ou, ou un peu moins des dizaines de milliers d'abonnés qu'on est des personnes qui impactent de manière beaucoup plus large. En fait, là, on est quand même un microcosme. Moi, j'appelle ça, c'est un microcosme. Et ne tombons pas dans ce jeu-là qui est vraiment malsain. Vraiment, vraiment, encore une fois. Et moi, j'ai des problèmes avec personne, sincèrement. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont des problèmes avec moi, mais ça les regarde, hein, ça les regarde. Moi, je ne ferme jamais la porte. Sincèrement, je ne ferme la porte à personne. Je suis assez ouverte d'esprit. J'aime parler avec tout le monde. Et je resterai comme ça. Voilà. Je n'ai certainement pas envie de changer. Ça, ce sera ma ligne directrice en tout cas. Voilà. C'est d'essayer de m'entendre avec tout le monde, même quand on n'est pas du même avis. Et heureusement aussi qu'on fait des choses différentes, qu'on n'est pas sur le même secteur avec tous, que chacun a un peu sa ligne éditoriale, si je peux dire ça entre parenthèses. Et c'est très bien comme ça. Mais de toute manière, dans tout ce champ-là des médias indépendants, moi, je pense que certains vont disparaître. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je dis parce que c'est quand même compliqué de mener une chaîne. C'est beaucoup de travail, il faut aussi beaucoup de moyens et je pense que certains sont tenus à disparaître, tout simplement. Alors, essayons de rester humbles et le plus possible, tout simplement. Voilà. Moi, je dis souvent, j'ai pas d'ego, même si là, je parle beaucoup de moi et des fois, ça me gêne de parler de moi, mais j'ai vraiment pas d'ego. Je dis, quand j'ai commencé à présenter le journal télé, j'avais une petite notoriété et on me reconnaissait, Oui. voilà. C'est pas que du bon, je vous assure. Et j'aime pas trop ça. Voilà, c'est pas quelque chose qui me fait vibrer. Moi, ce qui me fait vibrer, par contre, c'est de discuter avec les gens, d'échanger, de faire des interviews. C'est ça que j'aime. Voilà. Et de le faire le plus simplement possible, d'être en cohérence avec moi-même et que je le fais le plus sincèrement possible. C'est tout ce qui compte pour moi. Voilà. C'est ça mon métier avant tout. Et certainement pas de rechercher une notoriété, une pseudo-notoriété, parce que c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est les relations humaines, c'est ce qu'on tisse entre nous, c'est comment on essaye de construire les nouveaux mondes. C'est ça surtout qui est le plus important à mon sens et à mes yeux. Le reste, tout ça, franchement, c'est de la perte de temps. Voilà. De la grosse perte de temps. Eh ben, merci Kate. Tu avais encore des questions que tu voulais, ou des sujets que tu voulais ouvrir, Marie-Odile? Non, c'est bon. Celle-là, j'y tenais parce que c'est quelque chose qui me tracasse en ce moment.
Et Oui. je trouve que tu étais très pertinente pour y répondre. Et justement, merci Kate de nous avoir répondu ta vision avec ta vision des choses. Parce que moi, ce que je conclus de ce que tu dis, c'est que tu nous invites au discernement et ne pas accorder une confiance aveugle au premier venu ou à celui auquel on a l'habitude de se référer, mais toujours revenir au ressenti. Et c'est nous qui finalement décidons de ce qui nous correspond et de ce qui ne nous correspond pas. Et merci, c'est pas parce qu'on écoute un journaliste qui prétend nous donner la vérité que c'est vrai, mais c'est en nous qu'on sait. Et ça, merci, parce que je crois que tu nous as beaucoup incité à ça tout au long de la soirée. Et évidemment, pour moi, c'est une valeur importante de stimuler le discernement des uns et des autres. Merci. Il y avait une demande de peut-être finir sur une note aller un peu plus joyeuse. Est-ce que voilà, tu as une idée d'ouverture, Kate, voilà, c'est vrai qu'on a un petit peu dénoncé ce soir, mais voilà, est-ce que peut-être tu aurais une note un peu plus joyeuse pour terminer notre entrevue? Alors là, tu me lances une fin assez compliquée quand même. Ah, c'est pas de moi, c'est Une un idée, commentaire que une j'ai idée, une vu. idée, une idée de quoi? Une idée d'avenir, une idée. Ouais, voilà, peut-être voilà, de montrer que peut-être tout n'est pas noir et que il y a peut-être aussi dans tout ça des choses qui peuvent émerger de très belles, quoi. J'ai l'archange Mais, Michael avec Kate, ça va aller, je pense que Voilà. tu vas être mais, inspirée. mais déjà, rien que cette émission, c'est quand même une preuve que voilà, que de belles choses peuvent être dites, qu'on peut, voilà. Moi, en réalité, c'est là où c'est ce qu'il faut regarder. Je sais qu'on traite de sujets qui sont très difficiles et que des fois, c'est compliqué de démêler le vrai et du faux et tout ça, je reviens encore à ça. Mais pour moi, l'avenir, c'est ce qu'on en fait. On parle du pouvoir de l'intention et c'est vrai que le pouvoir de l'intention, il est incroyable. Donc tout simplement, c'est où vous allez diriger votre intention, c'est ça qui sera le reflet de votre vie. Je peux pas dire mieux parce que depuis 2020, on va dire, je vis une seconde vie et je vis vraiment, même si c'est difficile, je dis pas que le quotidien est facile. Il y a une réalité quotidienne qui nous touche tous autant que nous sommes. Mais quand vous croyez en vos rêves, quand aussi vous savez qu'il existe plus grand que vous et que vous avez votre ange gardien. Je reprendrai les mots de Pierre Jovanovic. Priez votre ange gardien, demandez-lui. Quand vous savez que votre ange gardien est là pour vous guider, pour vous aider, eh bien, voilà, allez-y. N'hésitez pas, même quand ça peut faire peur, parce que voilà, moi je me suis jetée dans le vide à plusieurs reprises, mais après vous savez que ce que vous faites, c'est juste, voilà. On revient à la notion d'injustice, de justice et d'injustice. C'est juste et c'est vraiment peut-être c'est ça, voilà. L'espérance, l'espoir, de croire en un avenir meilleur, c'est ce qu'on va tous co-construire ensemble, chacun à notre niveau, mais surtout dans l'authenticité, dans la bienveillance, dans l'amour, parce que ça, c'est le plus important, l'amour. Mais déjà, commencez par vous aimer vous-même avant d'aimer les autres. Ça, c'est le plus important. Moi, j'ai mis des années à le comprendre. Voilà. Aimez-vous vous-même et ensuite, vous pourrez aimer les autres et être aimé. Et ça, c'est le plus important. Et voilà. Moi, c'est peut-être, voilà, là, c'est Non, c'est Saint-Michel très bien. qui m'a inspirée Absolument. pour dire ça. Absolument, on Et peut le sentir. voilà, c'est le plus important. C'est le plus important. Et ensuite, quel que soit le chemin que vous prenez, ce sera toujours juste. Et voilà. On est tous pareils. La finalité sera la même pour tous, d'ailleurs. Donc, non, mais Merci. c'est réel. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. Nous sommes vraiment tous pareils. Voilà. Mais en attendant, vivons au mieux tout ce qu'on a expérimenté.
Merci infiniment Kate, c'était une très, très belle émission. On a abordé plein de sujets, Mmh. voilà, on n'a pas eu peur de dire les choses et en même temps on l'a fait avec beaucoup d'amour donc merci à toi. Merci Marie-Odile, hein, pour notre super duo. C'est toujours génial. Je trouve qu'on est, on s'affine de plus en plus, on est de plus en plus complémentaires, c'est génial. Tac, 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 on arrive à voilà, à se trouver et ça apporte beaucoup de richesse notre duo donc j'aime beaucoup, ces émissions en duo et puis, voilà, donc vous retrouverez cette émission, chez Marie-Odile, voilà, dès demain Demain, et demain, je dans la pense. nuit même. Voilà, c'est ça et puis on se retrouve, je sais pas quand. Moi, j'ai tellement d'émissions que je sais même plus, quand, comment, pourquoi, mais bientôt. Voilà, en tout cas. Voilà. Ben nous, moi, je t'invite sur mon Oui, antenne YouTube la semaine prochaine pour parler de ton livre, Sydney. tout à N'oublie fait, pas le tout à fait. rendez-vous. Non, je ne l'oublie pas. C'est vendredi prochain. Tu vois, je m'en souviens. Voilà, exactement. Merci encore Marie-Odile, merci Kate, prenez soin de vous et Merci. puis, bravo et encore Merci une à fois, vous, merci à voilà, tous. Merci vraiment ton Sydney, livre, merci Marie-Odile. voilà, journaliste Merci. indépendante, quand réformée devient une mission avec, évidemment l'archange, Michael avec un micro. Ben, merci encore et puis prenez soin de vous les amis. Bon week-end, à bientôt. Au Merci. revoir. Merci à Merci. vous.